le monde. Ben, je suis content de vous voir parce qu'avec ces intempéries, j'ai eu quelques sueurs froides quand même. Hein. Donc on s'est posé des questions. Je sais qu'il y a des clients qui arrivent de Cuisa, donc a priori ça circule. Bienvenue, bonne année. Je voudrais les remercier la présence de Laurent Felty qui était là avec son épouse déjà l'an dernier. Merci d'être venu Laurent. Donc Laurent, si tu peux te lever peut-être. C'est le directeur régional donc d'Avivavi sur toute la région Occitanie. Donc c'est un monsieur qui est important chez nous et qui nous fait l'honneur de venir pour la seconde année. C'est la deuxième réunion. Bonsoir. C'est la deuxième réunion qui est co-organisée avec notre ami Robert Lebas. Où est Robert? Voilà. Qui a invité également une partie de ses clients. Donc ça nous permet d'associer un peu nos forces à ce type d'événement. Donc merci aux clients de Robert d'être venus ce soir. Et le programme, alors, vous nous connaissez, mais il est toujours bon de rappeler qui on est. Je fais partie d'une équipe de 3 associés. Patrice, est-ce que tu peux te lever? Patrice Brousse, qui est connu à Carcassonne depuis 35 ans. Voilà. Thierry Casalet, qui est mon deuxième associé, alors c'est le MacGyver de la technique, hein, donc il intervient dans votre dos donc. Hein, voilà. Il a le micro et c'est lui qui va le faire circuler. Et ensuite vous avez Robert. Voilà. Alors, on démarre au programme. Voilà ce que je vous propose. On va démarrer par quelques chiffres. Est-ce que vous connaissez le résultat du taux à faire 2019? Pas tous. Ok. Donc on va aborder cette question-là. On va aborder en seconde partie, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il n'y a pas de changements? Ça c'est important puisqu'il y a des choses qu'il faut détecter qui peuvent être intéressantes pour vous. Et je sais que j'ai un client dans l'assemblée qui m'a prévu une question difficile. Il est où? Je ne sais plus où il est. Voilà. Donc je répondrai à toutes les questions également. La troisième partie, elle est importante parce que il va falloir que je sois bon. Puisque j'ai décidé ce soir d'être force de proposition. Donc il va falloir que je vous vende l'idée, en fait, de faire peut-être un peu différemment pour placer votre épargne. Donc ça, c'est la grosse partie qui, en fait, est la dernière, puisque la quatrième partie, vous avez la parole. On parlera, si on a le temps, des nouveaux espaces Aviva et moi et Affaires et moi qui n'ont pas été simples à mettre en place. Peut-être que ça vous parle. Et bien évidemment, ah ben monsieur il est là, voilà. Donc voilà, c'est la question difficile qui va arriver. Et on parlera, il y a le cocktail. Donc le cocktail pour les personnes qui viennent pour la première fois, c'est en sortant, ne quitte pas pas le restaurant, le cinéma. C'est juste à côté là où il y a les voitures, d'accord? Durée d'intervention, à peu près 2h30. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Bonjour madame. On va dire 45 minutes et après vous avez le choix de prolonger. La réunion se veut participative, c'est-à-dire qu'il y a un micro que Thierry a dans les mains. À tout moment, vous pouvez poser des questions. C'est même préférable parce que ça donne un peu de vie à la réunion. Les chiffres. Il ne faut pas que je me trompe sur ma zappette parce que tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Les chiffres clés de l'affaire en 2019. Un petit rappel. Affaire, c'est 29 525 nouveaux adhérents en 2019. Donc déjà, c'est plutôt rassurant. Affaire est une association qui continue de se développer puisqu'elle séduit par son offre dans la mesure où son nombre de clients augmente. Aujourd'hui, pour les clients qui sont clients de l'affaire, vous êtes 760 366 adhérents à l'association. Affaire, c'est 55 milliards d'euros dans le cours total. Alors tous ces chiffres, c'est un peu énorme, mais juste pour vous dire que c'est pas rien quand même. C'est d'ailleurs la première association à avoir autant d'adhérents et à gérer autant de milliards d'encours. Je voulais juste dire un mot par rapport à ça, c'est que dans la salle ici, parmi vous, il y a des clients qui sont clients que de l'affaire, il y a des clients qui sont clients que de Avivavi, et il y a des clients qui ont les deux contrats, Affaires et Avivavi. Je vous dirai après quel est le lien, parce que chaque année je répète les choses, mais je pense que ça mérite d'être répété. Aviva, on n'est pas dans la même dimension, on n'est pas en concurrence, c'est autre chose. Aviva, c'est un groupe d'assurance mondial, Affaires avec une association nationale, présent dans 14 pays dans le monde, 33 millions de clients, c'est juste énorme.
31 000 collaborateurs, 32 milliards d'euros. Regardez le chiffre du dessous parce qu'il est parlant. Affaires gère 55 milliards d'euros d'épargne. Aviva gère 368 milliards d'euros d'actifs financiers. Il n'y a pas d'erreur dans le chiffre. Hein. Je n'ai pas rajouté un 8 ou un 3, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire. On ne peut pas gérer autant d'argent, puisque derrière ces euros, il y a des clients. C'est juste important. Et quel est le lien entre Affaires et Aviva? Aviva gère l'argent pour le compte de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est historique depuis une quarantaine d'années, puisque Affaires est une association avec sa présidence, son indépendance, une transparence qui fait la force de l'affaire, et Affaires, selon un cahier des charges qu'elle dicte à Aviva, confie votre argent, les clients d'affaires, à l'assureur Aviva qui se charge de le gérer et d'afficher des performances. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Vous dormez. C'est pas grave. Le taux. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas le taux du fonds garanti donc en 2019, 1,85. Donc rappelez-vous, un peu de pédagogie, le taux 2019 est toujours annoncé en janvier 2020. Donc ça c'est le taux de l'an dernier. 1,85, c'est le taux net de frais de gestion. Donc c'est le véritable rendement de l'affaire. Première question, est-ce que vous vous rappelez du taux de l'an dernier? 2,25. 2,30. 2,25. Ah, c'est comme à la bourse, hein. Oui, 2,25, exact. L'an dernier, c'était effectivement 2,25. Alors, un mot par rapport à Aviva, parce que je n'ai pas les chiffres définitifs. Juste pour répondre aux clients d'Aviva, l'an dernier, quand Affaires avait fait 2,25, Aviva faisait 2,20. Donc en fait, Aviva et Affaires ont une performance qui se suit. Voilà, c'est juste pour répondre à l'interrogation des clients d'Aviva par rapport au fonds garanti d'Aviva. Alors, 2,25, vous avez raison. Cette année, 1,85 net de frais de gestion. 2,25, vous avez apporté la réponse. 1,53, c'est la performance nette des prélèvements sociaux. Est-ce que c'est clair ça? Vous avez la performance du fonds garanti 1,85. Une fois que vous déduisez les prélèvements sociaux, puisqu'ils vous sont prélevés automatiquement pour le compte de l'État, donc c'est pas transparent, mais presque pour vous, la performance réelle de votre compte, c'est 1,53. Alors, d'après vous, votre argent, il vous rapporte plus cette année ou l'an dernier? A priori, cette année. On est d'accord? Enfin, non, a priori, l'an dernier, vous voulez dire, c'est ça? Oui, parce que l'an dernier, il était 1,86. Voilà, on est d'accord. Je ne fais pas un tour de passe-passe, hein, mais vous allez voir, c'est un peu rigolo. Hein. L'inflation l'an dernier était à 1,8%, donc l'an dernier, vous aviez gagné plus 0,06%. Pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le rendement déductible de tout dépassait d'un chouïa l'inflation. Cette année, regardez, cette année, je ne veux pas vous dire que c'est bien, hein, c'est juste pour, je trouve ça plutôt rigolo. Cette année, l'inflation, elle est particulièrement basse. Et finalement, vous avez un meilleur rendement avec votre fonds garanti en 2019 qu'en 2018, grâce au taux d'inflation qui est bas. La question que je vais vous poser un peu plus tard, c'est est-ce que vous pensez que ça va continuer, d'après vous? Non. Est-ce que vous avez des provisions disponibles pour le faire augmenter? La réponse est oui. Alors, la réponse qu'il faut poser, parce que je l'ai posée, mais j'ai une réponse qui est partielle. C'est est-ce que Affaires a utilisé des réserves? C'est ça votre question. Que ce soit Affaires ou Aviva, ils constituent des réserves depuis quelques années. D'après mes informations, qui ne sont, parce qu'en fait le taux est sorti le 14 janvier, hein, donc tout ça est dans un espace-temps très court. A priori, Affaires aurait distribué peut-être une partie de ses réserves, mais c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste des réserves. Donc ça veut dire que c'est positif, puisque les réserves, il y a obligation de les distribuer, si je ne dis pas de bêtises, dans les 8 ans. Et il me semble qu'Affaires s'était engagé à les distribuer. C'est 6 ans, voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, il y a des réserves, mais globalement, bon, on verra après. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non? De combien sont les réserves, monsieur Jouvois? Alors, l'an dernier, je n'ai pas les réserves cette année. L'an dernier, je sais qu'elles étaient de 0,8% chez Affaires et de mémoire de 1% chez Aviva, l'an dernier. Donc, il y avait des réserves significatives, sauf que, il y a Stéphane qui veut intervenir.
5%? D'accord. Sauf que, attention, puisque les marchés financiers font que les taux des fonds garantis sont en train de dégringoler quand même. Hein. Donc n'imaginez pas que l'année prochaine, vous allez passer d'un fonds garanti à 1,85 à 2,85. Hein. C'est pas ce qui va se passer. Hein. Je balaye rapidement les résultats de l'affaire. Fonds garanti, on l'a vu, regardez, depuis 5 ans, le fonds garanti rapporte en moyenne de 44%. Je vous laisse seul arbitre, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Voilà, on compare souvent ça au livret A. Le livret A est à 0,75, vous savez qu'il tombe à 0,5. Il y a une question, allez-y. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Voilà, les réserves, là, elles sont utilisées pour garantir les 0,43%. Ils sont, ils ont... Non, en fait, les réserves, c'est quoi? C'est la performance du fonds, et elle n'est pas forcément distribuée en totalité. On a connu des années où il n'y avait pas de réserve. Quand le fonds garanti faisait 3,40%, par exemple, je dis n'importe quoi, on avait distribué 3,40%. Depuis quelques années, il y a eu un changement de politique. Il y a eu des réserves qui se sont faites, donc on ne distribue pas l'intégralité du taux. Donc quelque part, ça réduit la performance du taux. Mais par contre, la réserve, elle ne reste pas dans la poche de l'association ou de l'assureur. Elle est nécessairement redistribuée chez Affaires au bout de 6 ans. En fait, la réserve, c'est pour amortir la baisse de taux. L'autre réalité, c'est que Affaires sur le marché est plutôt meilleur que ses concurrents sur le fonds garanti. Donc quand Affaires annonce un taux à 1,85, 1,85 c'est un taux qui baisse, bien sûr, mais il y a beaucoup de concurrents qui sont à 1% aujourd'hui. Donc Affaires a plutôt intérêt à rester devant, à faire des réserves pour justement essayer de maintenir un taux à un niveau plus correct. C'est ça l'idée. Oui. Je pense que le taux va continuer à descendre. Ça veut dire que les réserves d'affaires vont continuer à être utilisées. Probablement. Parce que si on continue comme ça, dans quelques années, on aura un taux qui sera à 0. Voilà, mais quand est-ce que les réserves vont être à 0? Ben, grosso modo, on en parlait avec Stéphane tout à l'heure. Ce sont les bonnes questions, ça. Hein. On pense perdre, c'est ça Stéphane, tu m'interromps, 0,40% de fonds garantis par an, à peu près, grosso modo. On a une rotation de 20% du portefeuille, enfin du fonds garanti tous les ans, et si on achète à 0 cette année, si on achète à 0 tous les ans, on va tomber à 0,60 dans 4 ans. L'explication, c'est que quand vous placez de l'argent, où que ce soit, l'argent ne reste pas dans un coffre-fort à l'agence de Carcassonne ou de Limoux, par exemple. Cet argent, il est prêté. Le problème, c'est qu'il est prêté aujourd'hui à un taux qui rapporte rien, qui est un taux de 0. Donc, comme l'argent n'a pas de rapport, il ne vous est rien distribué en conséquence. Donc, plus on va avoir des dépôts sur des fonds en euros, là j'anticipe un peu ce que je vais vous présenter ensuite, plus ça va accélérer la baisse de rendement des fonds garantis. Et ce que je vous dis là ne concerne pas nous en particulier, hein, ça concerne tout le monde, puisque c'est le marché économique qui est comme ça. Donc, je n'ai pas répondu à votre question. Il y a des réserves, elles vont être utilisées, il y a une réglementation pour ça, donc ce n'est pas non plus dans 15 ans. Et Affaires et Aviva gèrent leurs réserves dans l'intérêt du client et par rapport à un marché concurrentiel. Est-ce que ça vous éclaire un peu? Oui, mais ça ne me dit pas quand est-ce que les réserves vont être épuisées ou qu'est-ce qui va se passer une fois que la réserve est épuisée. Bon, enfin, si vous n'avez pas, je vous demande pas une date. Non, mais peut-être que Stéphane peut intervenir. Tu veux parler? Oui, alors, bonsoir à tous. Les statuts de l'association Affaires disent que les provisions, on est obligé de les verser au maximum au bout de 6 ans. C'est-à-dire que si on a 0,8, on va essayer de maintenir un taux intéressant, mais qu'on va débloquer progressivement ces réserves. Vous dire combien on va débloquer tous les ans et combien de temps vont durer les réserves, on ne peut pas. Oui, Mais ça, oui. oui, excusez-moi Stéphane. Sur les fonds que vous avez au niveau du fonds garanti Affaires, il y a une partie que vous avez pu passer cette année sur le marché action. Et le marché action, cette année, il a été dopé. Donc je pense que sur, je ne sais pas combien représente le fonds Affaires garanties, peut-être que vous en avez placé une partie en action. Et là, vous pouvez quand même le doper certainement. C'est tout à fait vrai, c'est ce qui s'est passé. Il y a une partie du fonds en euros Affaires qui a été placée sur des actions qui ont extrêmement bien performé. Donc il est probable, je n'ai pas le chiffre, mais que l'association ait encore fait des réserves cette année. Donc l'année dernière, elles étaient à 0,8. Quand chez Aviva, on est à 5%. Parce que la politique de mise de côté de ces provisions est plus ancienne chez Aviva.
Donc savoir quand et comment vont être débloquées les réserves, je ne peux pas vous le dire, et à quel rythme, je ne peux pas vous le dire. Sachez qu'il y en a. Et que l'intérêt de l'association à faire, c'est de servir un taux de rendement sur le fonds garanti qui soit toujours supérieur au marché. Mais Loïc nous expliquera après qu'il y a des possibilités de diversifier et d'aller chercher des opportunités de performance ailleurs. Et si vous fixez 6 ans, vous avez un résultat, si vous ne pouvez pas dire 6 ans, 6 ans après la première mise en réserve des premières provisions. il y a une obligation. Alors, En fait, les réserves, c'était pas une tradition chez AFER, puisqu'en fait, chez AFER, on distribuait 100% du résultat, jusqu'à maintenant. Mais compte tenu de la baisse des taux d'intérêt d'État, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, les intérêts d'État, si vous voulez, l'obligation, l'OAT à 10 ans, elle est passée sous la barre des zéros. C'est-à-dire que l'État empruntait en milieu d'année à moins 0,40. Vous donnez 100, et au bout de 10 ans, vous récupérez 99,6. Voilà, c'est ça la réalité. Et jusqu'à maintenant, les compagnies d'assurance et les banques, étant des investisseurs institutionnels, achetaient systématiquement les émissions d'État, les OAT à 10 ans. Bon, alors, du côté Aviva-Vie, c'est le même gestionnaire, hein. Celui qui gère le fonds Euro-Affaires et le fonds Aviva-Vie, c'est la même personne. Sauf que l'affaire, c'est statutairement une association, et donc vous êtes des membres de cette association. Donc en fait, la réalité, elle était telle que, comme on distribuait 100% chez Affaires, il y avait un taux qui était supérieur en termes de rendement, mais par ailleurs, du côté Aviva-Vie, sur le fonds euro Aviva-Vie, on mettait de côté une réserve. Aujourd'hui, elle est cumulée, elle est de 5%. La performance, en réalité, elle est la même, hein. Clairement, c'est la même, c'est le même rendement, c'est la même chose, et c'est sur les mêmes marchés. Alors effectivement, cette année, il y avait, en moyenne, hein, vous le verrez dans les fonds unités de compte, il y avait une vingtaine de pourcents de performance sur les actions. Donc on a mis la réserve de côté, on n'a pas le chiffre exact, parce que effectivement, vous avez un peu anticipé les réunions à faire, mais on l'aura prochainement et vous serez informé par vos agents, il n'y a aucun problème. Mais la réalité, c'est que il n'y aura aucun problème sur le service, puisque quand vous faites 20% sur 20%, vous engrangez 4% en fait, hein. On a mis en réserve du côté affaires aussi. Je n'ai pas le chiffre exact, je ne vais pas avancer, mais il y a des réserves, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vous dis, le gérant, enfin les gérants de l'actif fonds euro, c'est les mêmes d'un côté comme de l'autre. Après, c'est plus la panacée universelle. Il y a, je me souviens dans les années, au début du septennat de M. Mitterrand, il y avait un taux de rendement qui montait jusqu'à 17%. Mais vous aviez 14-15% d'inflation. Donc la réalité, le pouvoir d'achat, en fait, il est lié à l'écart entre le rendement et l'inflation. Et aujourd'hui, on le voit que d'une année sur l'autre, même en baissant, vous avez un pouvoir d'achat qui s'est amélioré sur l'année 2019. Donc n'ayez pas de crainte, hein, on va gérer tout à fait le fonds euro. Et je vous dis, on a quand même une latitude, les gérants au sein du fonds euro, une latitude pour investir sur les actions. Et quand les marchés actions marchent super bien, il n'y a pas de problème. Quand ça ne marche pas aussi, parce qu'on a aussi des stratégies qui nous permettent de gagner de l'argent quand ça ne marche pas très bien. Parce que généralement, c'est les vases communicants entre les obligations et les actions, sauf que là, c'est une période qu'on n'a jamais connue, c'est du rendement obligataire d'État, hein, qui est négatif. Mais il y a aussi des obligations privées, hein. Il n'y a pas que des obligations d'État, donc on peut acheter des obligations émises par les grandes entreprises, sauf qu'en ce moment, les grandes entreprises aussi, elles payent l'argent très peu cher, donc c'est au-dessus de zéro, mais guère plus au-dessus de zéro, donc il faut aller chercher sur d'autres marchés pour avoir de la performance. Et ça, c'est vraiment le métier de nos gérants, et on a chez Aviva Investor France des gens qui sont tout à fait compétents, qui gèrent depuis 1706, puisque la création de la société, c'est 1706, les actifs, et pour l'instant, ça marche pas mal. Voilà. Merci. Excusez-moi, pourquoi vous n'intégrez pas dans votre fonds euro de l'immobilier et des actions de façon plus importante? Il y en a toujours. De l'immobilier, il y en a toujours. Et quand vous êtes sur affaires, vous voyez que affaires IMO, il y a des opérations qui sont relayées toute l'année. Alors là, pour l'instant, il faut qu'on trouve de l'immobilier, mais on achète de l'immobilier. Et quand vous investissez sur affaires IMO, c'est effectivement sur des fonds immobiliers. Et il y en aura de plus en plus. Mais le problème, si vous voulez, c'est que toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance veulent acheter les mêmes biens.
Donc il y a de la surenchère, donc on ne veut pas surpayer non plus, parce que dans l'immobilier, vous avez le coût d'acquisition des immeubles, puis après vous avez les loyers. Et si vous payez trop cher les immeubles, le rendement, comme on est obligé de calculer par des sociétés externes la valeur, la progression de la valeur, c'est extrêmement compliqué d'acheter des biens quand la bourse va très bien, l'immobilier ça se tasse un petit peu. Mais inversement, alors après vous avez l'immobilier en pierre-papier, il y a des tas de montages financiers, donc c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est vraiment une volonté de la compagnie d'investir sur l'immobilier. Et cette année, sans trahir quoi que ce soit, il y aura des opérations immobilières où vous pourrez faire de l'acquisition dans le cadre de vos contrats. Mais il y a le monsieur qui a soulevé tout à l'heure le problème des actions à l'intérieur du fonds euro. Vous avez combien de pourcentage de fonds actions sur le fonds euro à faire? 9%? Ah non, mais alors ça c'est variable, parce que là par exemple, si vous voulez réussir des plus-values en fin d'année, on fait des cessions, on ne garde pas dans le portefeuille les actions indéfiniment. Hein. On est obligé aussi, quand on voit qu'il y a un certain seuil, on vend. Et donc on réalise des plus-values et on le réinvestit sur autre chose. C'est pas un truc qui est figé, hein. C'est quelque chose qui est en mouvement en permanence. Et sur le marché action, on ne peut pas rester indéfiniment sur les valeurs. La moyenne des actions On se limite à 20% à l'intérieur du fonds euro. Et là, ça a été exceptionnel, c'est une année d'exception, donc on a mis jusqu'au taquet, on pourrait réduire la voilure à 1%. Hein. Ça passe, c'est faux. Le marché financier, pendant des années, on pensait que le fonds euro, c'était magique. C'est-à-dire, on investissait dedans, à la fin de l'année, il y avait tant, il n'y avait pas de problème, on ne savait même pas s'il y avait tant. Clairement, personne ne se posait la question. Et quand les taux d'intérêt ont commencé à baisser d'une manière drastique, parce que, effectivement, les États ont commencé à ont commencé à être un peu plus vertueux, et bien, sur le coup, on a forcément commencé à se poser des questions. Et il y a un moment, mais vous avez vu la baisse des taux, je vous parlais tout à l'heure de 17%, on est à 1,85%. Mais ça, c'est l'économie, c'est la finance mondiale. Aujourd'hui, effectivement, les États empruntent. L'Allemagne, ça fait des années qu'ils empruntent en dessous de zéro. Mais sauf que nous, on achète des obligations d'État qui sont négatives parce qu'on sait qu'on va être remboursé par l'Allemagne, par la France, parce que la solidité des États, ça nous permet d'avoir la certitude d'être remboursé au terme de l'obligation. On ne va pas forcément au terme, enfin peu importe. Mais on sait qu'on va être remboursé. Et à côté de ça, pour avoir de la performance, on prend des obligations qui sont un peu moins bien cotées. Si vous voulez, les États, c'est coté 3A. Et là, on va aller sur du 3B, où il y a une cotation qui est plus faible, mais un rendement qui est plus élevé. Ouais, c'est une alchimie par rapport à ça. Et maintenant, aujourd'hui, on est rentré là-dedans. On est obligé d'avoir une vraie notion par rapport à la valeur du fonds. C'est pas juste de la magie. Alors, il y a des alternatives, clairement, et je ne veux pas monopoliser la parole, il y a des alternatives avec les fonds unités de compte, qui sont plus ou moins de la bourse, mais il peut y avoir des actions aussi, des obligations, et où là, les performances ont été assez exceptionnelles, parce qu'en gros, la performance d'un fonds, il y a des fonds qui font 25-30% hein, sur les fonds à faire, à Vivavi, pareil. Hein. C'est 10 ans de performance du fonds euro de cette année. Donc voilà, hein, c'est juste pour vous dire quand même, il y a une alternative, et les fonds en unité de compte, donc en action, on peut très bien rentrer, on peut arbitrer, sortir, enfin, au gré du temps, c'est du travail pour vous, mais surtout pour les gens qui travaillent avec vous, hein, vos agents, parce que pour le coup, il faut suivre les dossiers, mais on a plein de formules techniques qui permettent de arbitrer pour sécuriser les plus-values, tout ça. C'est vraiment une alchimie intéressante, et la performance, il va falloir aller la chercher là-dessus. Non, c'est parfait, merci Laurent. Et parmi l'alternative des unités de compte, ça tombe bien parce que ça c'est une bonne transition. Vous avez en dessous du fonds garanti une unité de compte qui a une caractéristique qui est unique, c'est affaires euro-croissance, puisque le capital est garanti. Alors regardez la performance de cette année, elle a fait 13,33. Moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant cette année, c'est depuis 3 ans. Depuis 3 ans, en moyenne, elle fait 4,64% de rendement, c'est-à-dire 2 fois le fonds garanti. Et elle a une particularité qui est essentielle, c'est que le capital est garanti. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me répéter par rapport à après. Mais le support euro-croissance, vous devriez le garder dans le coin de l'oreille parce que je pense qu'il a été créé il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, sous la présidence Hollande, et il avait pour sens d'être une alternative au fonds en euros. Donc j'en ai déjà parlé il y a quelques années, et je pense que plus le temps passe et plus ce support doit ou va vous intéresser. On va balayer rapidement parce que sinon ça va être trop long.
Ici, vous avez les supports immobiliers. Donc, Laurent parlait des supports affaires immo qui est en dessous. Donc, effectivement, l'immobilier, c'est un support qui fonctionne bien. Vous voyez que cette année, il y a une nouveauté. On parle de risque. Vous voyez, sur le niveau de risque ici, on vous dit 5 sur 7, 3 sur 7. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être de nouveau. C'est que le risque s'évalue de 1 à 7, 1 étant moins risqué que 7. Et vous avez le degré de risque. Ça, c'est fait pour en fait vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Je ne me trompe pas de bouton. Celui-ci. Un petit mot sur ces supports parce que c'est Aviva et c'est Affaire également. Depuis quelques années, on a des supports qui sont labellisés ISR, ce qui veut dire investissement socialement responsable. Donc, je parle sur votre contrôle, Laurent, mais logiquement, c'est Bruno Le Maire, je pense, qui avait le ministre de l'économie, qui avait initié cette étiquette, en fait, puisque aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont sensibles au fait d'investir dans des supports qui sont socialement responsables. Voilà. Donc, il y a un cahier des charges et Aviva et Affaire ont mis donc dans leur catalogue un certain nombre de supports qui répondent à ce cahier des charges. Vous voyez que ce n'est pas non plus à opposer avec la performance, puisque l'année 2019, elle a été remarquable chez ces deux supports également. Là, vous avez la batterie de supports chez Affaire. Je veux juste vous montrer que le risque, regardez, de 3, 5, je ne sais pas où il est, mais il y a un support qui s'appelle Action Euro, qui lui de risque 6. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le risque maximum chez Affaire, c'est un risque 6 sur 7. Et vous avez aussi ici la notion d'horizon. Vous voyez ici, c'est qu'en fait, on est souvent trop préoccupé par faire une plus-value immédiate. Oui, je veux bien investir sur telle unité de compte, mais je veux que ça me rapporte 10%, mais l'année prochaine. Bon, ça peut le faire, mais ça peut aussi ne pas le faire. Donc, il faut nous rappeler que lorsqu'on investit sur des unités de compte, il faut pouvoir y laisser se donner le temps de le faire. Je passe les investissements, obligations, actions de chaque support. Aviva, Affaire puis sa ressource chez Aviva. Donc souvent, Aviva lance les unités de compte et après, Affaire utilise l'unité de compte qui va bien. Aviva, je ne peux pas vous faire la liste, il y a, Stéphane, je crois, plus de 75 unités de compte. Donc, on répond à un autre besoin, mais on retrouve chez Aviva et chez Affaire certaines unités de compte qui sont communes. Question pour la première partie ou je peux passer à la deuxième? Il y a une question. Ben vous êtes bavard hein, ce soir. Hein. Il faut que je surveille le chrono. Hein. Allez-y. Ouais, sur Affaire Action numérique. Oui. C'est celle qui rapporte le plus, qui a rapporté le plus et qui rapporte le plus. Oui. On est bien d'accord. Oui, plus 26. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas risqué de maintenir effectivement se maintenir sur ce. Alors, je vais vous répondre dans la partie numéro 3. Et en fait, ce que je vais vous donner, c'est mon sentiment. Je vais vous donner mon point de vue. Alors, pour ne pas faire trop d'attente, je pense effectivement qu'il faut réduire peut-être un peu la voilure. Les experts disent que ça va continuer de progresser, mais on peut quand même s'interroger raisonnablement. Quand on gagne 20% de progression sur un an, je ne vais pas vous signer qu'on va faire 20% cette année. Hein. Vous voyez, ça paraît juste un peu prudent. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, sauf qu'il peut, et abandonner le support. Mais peut-être qu'il faut le faire différemment. Donc je vais vous reprendre un peu plus tard, si ça ne vous embête pas. Deuxième partie, l'actualité. Alors, notre rôle, c'est de décrypter, parce que ça, c'est un sujet en général un peu plus technique. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser? Alors, on est allé chercher deux choses. Il y a la loi Pacte qui est une loi pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a été votée en 2019. Qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites qui provoque tant de chamboulements en ce moment. Donc, dans la loi Pacte, vous allez voir, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ensuite, je vous parlerai d'une nouveauté qui est plutôt une bonne nouvelle dans le projet de loi des finances 2020. Alors, la loi Pacte, alors, surtout, ça vous concerne. Parce qu'en fait, si vous êtes à la retraite, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce jeune voix, il me parle de faire un plan d'épargne retraite. Moi, je suis déjà retraité, je ne suis pas concerné. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je pense que ça peut vous intéresser. La loi Pacte, il y a un volet retraite, c'est pas que ça.
Et en gros, il y a une simplification. C'est-à-dire qu'il y a la création d'un produit qui s'appelle le plan d'épargne retraite individuel. Dans notre jargon, on dit le PERIN. C'est l'abréviation. Ça sert à quoi, en fait? L'objectif, c'est de se constituer un revenu complémentaire à la retraite. Ça, c'est facile à comprendre. Bon, c'est un sujet un peu d'actualité. La deuxième chose, c'est que ça permet de réduire sa pression fiscale. Concrètement, c'est que vous pouvez avoir une économie d'impôt sur le revenu si vous payez l'impôt sur le revenu. Alors là, j'en vois parmi vous qui devaient vous dire, mais moi je suis déjà retraité, je ne suis pas concerné. C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. Je décline les avantages du nouveau produit plan d'épargne retraite. Se constituer une retraite, ok. Économiser, c'est le gain fiscal sur votre impôt sur le revenu, ok. Au passage, c'est un contrat d'assurance vie. Donc il y a une clause bénéficiaire. Rappelez-vous, vous avez en face de vous un assureur. Donc le rôle d'un assureur vie, c'est de faire en sorte que le bénéficiaire perçoive l'argent que vous avez prévu de lui verser, et si possible qu'il soit hors succession. Hein, c'est le principe même de l'assurance vie. Les deux points qui suivent sont déterminants. Le premier point, c'est que ces produits-là, ça existait déjà avant. Sauf qu'avant, c'était forcément une sortie en rente. C'est-à-dire qu'avant, vous avez mis de côté un certain montant et vous ne pouviez pas le récupérer en une fois. Je vais vous le dire différemment. Vous avez mis de côté 50 000 euros, vous dites à ma retraite, je prends 50 000, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Vous avez une rente calculée sur vos 50 000. Donc je dis n'importe quoi, ça fait 2 000 euros par an pendant X années ou de manière viagère. Donc ça, c'est une sacrée nouveauté déjà. C'est sortie en capital. Deuxième nouveauté, qui est déterminante, et vous allez comprendre où je veux vous amener, c'est que ça s'appelle plan d'épargne retraite. Donc la retraite, ça peut paraître loin pour certains quand on est très jeune. Par contre, il y a une possibilité de pouvoir débloquer votre épargne si vous achetez votre résidence principale. Ça, il faut le retenir parce que c'est important. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Je continue. Personnellement, j'ai identifié 3 cas. Le premier, on va passer rapidement. C'est le cas, il y en a dans cette salle, hein, donc je vais quand même le dire rapidement. Vous travaillez, et puis avoir un complément à la retraite, ben finalement, si je peux le faire, je vais le faire. Le PER, le plan d'épargne retraite, remplace tous les contrats que vous connaissez, Madelin, PERP. Avec un avantage déterminant, c'est qu'avant c'était une rente, je me répète volontairement, maintenant c'est un capital. Ça c'est le cas numéro 1. Moi, je m'intéresse au cas numéro 2, parce que je pense que dans cette salle, vous êtes beaucoup concernés par le cas numéro 2. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais déjà que vous êtes beaucoup de grands-parents, par exemple, à aider vos petits-enfants. C'est-à-dire que les petits-enfants, ils ont souvent un contrat d'assurance vie, et les grands-parents, souvent, vous alimentez régulièrement par des versements mensuels programmés le contrat d'assurance vie de vos petits-enfants, voire de vos enfants. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle qui se reconnaissent, mais ça vous concerne, ça peut vous concerner. Ensuite, il y a un autre scénario qui est un peu celui d'avant, c'est vous travaillez, vous n'êtes pas retraité, mais vous avez envie, non pas de préparer votre retraite, mais d'aider vos enfants. Je vais un peu plus loin. Là, vous allez comprendre, ça va s'éclairer. Vous êtes retraité, vous voulez aider vos petits-enfants et vos enfants. Votre petit-enfant, mineur, ouvre un plan d'épargne retraite individuel. J'ai bien dit mineur, hein. C'est possible. Hein, c'est déjà la première question et la première réponse. Les grands-parents alimentent son contrat par des versements mensuels. Ou pas. Quand j'ai dit mensuel, c'était des versements annuels. Hein. Mais bon, c'est plus simple de le faire de manière mensuelle. Si votre petit enfant est mineur, rappelez-vous, il y a une économie d'impôt sur le revenu. Qui va profiter de l'économie d'impôt sur le revenu? Pas le petit de 5 ans, il n'a pas de revenus. Ce sont ses parents qui vont profiter de l'économie d'impôt. Puisque l'enfant de 5 ans, dans mon exemple, il est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Donc vous avez un petit de 5 ans, dans mon exemple, qui a son contrat plan d'épargne retraite individuel. Vous avez le grand-père ou la grand-mère, ou les deux, qui alimentent son compte. Et vous avez les parents qui bénéficient de la réduction d'impôt. C'est un peu nouveau comme raisonnement. On en est là. On en est ici. Là. Alors, vous allez me dire, à 5 ans, la retraite, c'est lointain. Rappelez-vous, on peut sortir l'argent dès lors qu'on achète sa résidence principale. C'est-à-dire que le petit de 5 ans, on peut lui alimenter son contrat plan d'épargne retraite individuel au rythme qui vous convient, et petit à petit, il va se constituer une cagnotte
Et cette cagnotte, il ne va pas attendre la retraite pour la récupérer, mais il va pouvoir la récupérer en une fois dès lors qu'il va acheter sa résidence principale. Ça, je ne peux pas m'empêcher d'aller plus vite que la musique de Stéphane, c'est ce que nous on appelle le PEL de l'assurance vie. Vous allez comprendre derrière. Le troisième cas, c'est exactement pareil. Vous travaillez, vous n'êtes pas encore retraité, vous voulez aider vos enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vos enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, peu importe, vous leur ouvrez un compte, enfin, ils ouvrent un compte, ou vous leur ouvrez un compte dans l'épargne retraite individuelle, vous versez pour eux. S'ils sont rattachés à votre foyer fiscal, vous bénéficiez de la réduction d'impôt. Si vous êtes fortement imposé, vous allez fortement bénéficier de la réduction d'impôt, et ainsi de suite. Je résume tout ça. Un plan d'épargne logement aujourd'hui, ça sert à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert d'ailleurs? C'est intéressant. Ça ne sert pas à grand chose, effectivement. Parce que. Alors, les anciens plans d'épargne logement, vous avez raison, il faut les garder. Mais un plan d'épargne logement ouvert aujourd'hui, ça rapporte pas grand chose, mais surtout, ça n'a pas d'intérêt pour emprunter. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, mes parents m'avaient ouvert un PEL à l'époque, parce qu'il y avait un véritable bénéfice pour emprunter à pas cher, justement. Aujourd'hui, ça ne sert à rien pour ça, en fait. Donc, ouvrir un PEL, j'ai rien contre le PEL, hein, mais ça n'a pas un rapport extraordinaire et ça n'apporte rien pour acheter, pour emprunter pas cher. Par contre, un plan retraite individuel, ce que j'appelle à la fin le PEL de l'assurance vie. Pourquoi ça vous rapportera plus qu'un PEL? Parce qu'on est sur un contrat avec différents supports de placement. Vous avez le fonds garanti en euros. Vous avez des unités de compte. Donc déjà, vous êtes gagnant. Enfin, la personne qui va détenir le contrat va être gagnante. Déjà, elle gagnera plus d'argent. Premier point. Deuxième point, il y a une réduction d'impôt. Alors, soit elle va aller aux parents, soit elle va aller à l'enfant, peu importe, mais il y a une réduction d'impôt. Sur un PEL, il n'y a pas de réduction d'impôt. Alors, vous pouvez me dire, je ne fais pas d'impôt. Effectivement, là, ce n'est pas le bon scénario. C'est pour ça que les conseillers, ça existe, pour faire des propositions adaptées à chaque cas de figure. Mais il y a une réduction d'impôt. Le troisième point, qui n'est pas un avantage par rapport au PEL, mais qui est une caractéristique du PERIN, c'est que vous pouvez sortir en capital, bien que le nom s'appelle plan d'épargne retraite. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas d'un achat d'une résidence principale. Donc finalement, si vous êtes dans le profil, je veux aider mes petits-enfants, je veux aider mes enfants à se constituer une cagnotte pour devenir propriétaire demain, ça, excusez-moi l'expression, c'est de la bombe. Et je peux vous dire que ça, c'est sorti de la loi Pacte, mais il faut aller le décrypter, parce que je ne sais plus qui a dit, c'est un peu tordu, je crois, c'est ça? Non? Voilà. Et... Oui. Oui. Alors, c'est une... Merci de la question, Maître Jansou, qui est notaire, on va le voir justement, parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein, parce que sinon, on est dans le cadre d'une donation, ça pose un problème, bien évidemment. Alors, je me suis trompé de bouton. La réponse, vous l'avez ici et sur le tableau qui va s'afficher à droite, ici. Il y a un autre avantage, mais ça c'est un peu technique et ça peut parler à certains. Le fait d'ouvrir un compte pour un enfant mineur va vous déclencher un plafond de déductibilité fiscale supplémentaire. On ne le sait pas, mais il faut savoir qu'un enfant mineur, il peut bénéficier d'un plafond de 10% du plafond annuel de sécurité sociale. Retenez que le plafond annuel de la Sécu, c'est 40 000 €, pour faire simple, et que le plafond de déductibilité, c'est 4 000 €. Pour être précis, c'est 4 524 €. D'accord? Donc, pour répondre à votre question, il ne faut pas dépasser ce montant, déjà parce qu'il n'y a pas d'intérêt au-delà par rapport à la déduction. Et nous estimons, en fonction des revenus des parents ou des grands-parents, qu'on est dans le présent d'usage, on est dans le raisonnable et pas dans la donation. Il ne s'agit pas de verser, je grossis, 50 000 € d'argent tous les ans sur un plan d'épargne retraite individuel d'un enfant. Ah, d'accord? Voilà. Donc on est conscient de ça et on reste dans le cadre de ce qu'il faut faire. Voilà. Le dernier point de ce sujet, ici, je vous montre un petit calcul tout bête. Hein. Alors, il vaut ce qu'il vaut parce qu'il n'y a aucune obligation. Hein. Une personne qui met 4 000 € tous les ans pendant 10 ans à 3% de rendement, on ne fait pas des plans sur la comète, hein, ben à l'arrivée, il y a 50 000 € de capital. Ça peut être un bon apport. Qu'en pensez-vous? 50 000 € pour un enfant ou un petit enfant, etc.
ça peut être un bon apport pour acheter sa résidence principale. Au passage, je n'ai pas calculé la réduction d'impôt. Hein. Puisque la réduction d'impôt, elle est bien au rendez-vous. Hein. Il y a une question. Monsieur Barre. Oui, vous garantissez 3% là, de rendement sur le visage. Non, alors, non, je ne garantis pas 3%. Effectivement, on ne peut pas tout noter. En fait, je fais une simulation sur une hypothèse de 3%. Voilà. Attendez, mais ma simulation, elle est raisonnable, parce que je vois des fois des simulations avec des hypothèses de 7 ou 8%, c'est déraisonnable. 3%, c'est raisonnable. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, ce qu'on dépasse aujourd'hui. Mais on peut remettre en cause mon 3 et mettre 2%, à la limite. On arrivera peut-être à 45 000 euros de cagnotte, mais la cagnotte, elle est quand même là. Est-ce que ça vous va comme réponse? Non. Monsieur Barbe, c'est un rebelle. Non, c'est pas quelqu'un de rebelle ou quoi. Non, mais il n'y a pas de problème, allez-y. Hein. C'est juste que sur les premiers diapositives, Oui. on a vu que le taux descendait. Oui. Donc pourquoi sur ce placement-là, le taux ne peut pas descendre plus? Ah, On peut commencer par exemple la première année à 3% et à la 7e ou 8e année se casser la gueule complètement. Oui, alors votre question est intéressante parce qu'elle me permet de développer, en fait, j'ai perdu mon chiffre, non. C'est qu'au sein du contrat plan d'épargne retraite individuelle, c'est comme chez Affaires, si vous voulez, il y a plusieurs supports de placement. Il est évident que si je reste sur le fonds en euros, au sein du plan d'épargne retraite individuelle, dans l'état actuel des choses, je n'aurai pas 3%. Puisqu'aujourd'hui, on arrive péniblement à sortir 1,85, si vous voulez. Donc, dans mon hypothèse de 3%, j'imagine déjà apporter du conseil et panacher du fonds en euros avec des unités de compte. Précision importante, on parle d'un projet, là j'ai dit 10 ans par exemple. Si vous prenez un enfant de 5 ans, peu importe son âge, il ne va pas acheter son appartement à 15 ans. On a au moins 10 ans devant soi, voire 15 ans devant soi. Donc c'est justement là, mais là on anticipe un peu ce que je vais vous présenter, où il faut oser investir en complément du fonds en euros ailleurs. Et c'est comme ça que je vise du 3%. La suite va vous éclairer, je pense. Est-ce que c'est clair ça? Parce que ça, c'est une caractéristique de la loi Pacte. Alors oui, au départ, la retraite, ça ne vous concerne pas parce que peut-être que vous êtes retraité, mais à l'arrivée, il faut vous interroger. Est-ce que j'ai envie d'aider mes enfants, mes petits-enfants? Comment je peux faire? Il y en a plein qui le font déjà actuellement. Hein. Il y en a plein qui versent, qui alimentent de manière régulière 50 euros par mois, 75, enfin peu importe le montant, mais dans des sommes raisonnables qui alimentent le compte à faire d'un petit-fils, d'une petite-fille. Ça existe déjà. Au passage, c'est complémentaire, parce que si vous voulez financer les études de vos enfants ou de vos petits-enfants, c'est comme ça qu'on le fait. Vous pouvez récupérer l'argent quand vous voulez. Ça, c'est complémentaire. Mais ça vous apporte une économie d'impôt sur le revenu. Alors pas vous si vous êtes grands-parents, mais vos enfants, les parents ou vos petits-enfants. Si ça vous intéresse, on en reparlera. Deuxième chose que j'ai souhaité mettre en avant, qui m'a semblé plutôt intéressant, c'est que dans la loi de finances 2020, je ne suis pas là pour faire la promotion de notre président Macron, hein, mais les chiffres sont là, l'impôt sur le revenu va plutôt diminuer pour les premières tranches. Aujourd'hui, ça va concerner presque 17 millions de foyers, pour une diminution moyenne d'environ 300 euros. Alors l'explication, elle est toute simple, regardez. Avant, il y avait la tranche à 0 ici, et la tranche à 14 à droite, et on passe d'une tranche à 0 à une tranche à 11. Alors vous allez me dire quelle est l'incidence avec l'assurance vie? Ben, il y en a une petite quand même, parce que quand on fait des opérations de retrait, suivant les montants que vous retirez les abattements, des fois vous m'interrogez, mais est-ce que je déclare les intérêts dans mon revenu ou pas? Et à ce moment-là, vos intérêts sont imposés à votre taux d'imposition. Si vous avez un taux qui passe de 14 et qui passe à 11, votre taux d'imposition il baisse. Donc vos intérêts retirés de l'assurance vie vont baisser. Donc quelque part, ça n'a pas été fait, je pense, pour aider l'assurance vie. Hein. La motivation, c'est pas ça, mais quelque part, c'est un élément qui est profitable pour les gens qui sont dans les tranches, les deux premières. Les tranches du dessus, vous allez payer, si vous êtes concerné, un chouïa de plus d'impôts. Ça se joue à pas grand-chose, hein, puisque, vous voyez, la tranche à 30, regardez, on y était à 25 600 et à 27 000, vous voyez, bon, il y a un petit décalage. Ce qu'il faut retenir, c'est que les premières tranches, ça va baisser et que c'est plutôt profitable
à l'assurance vie. Je vais rappeler les fondamentaux parce que ça, c'est ce qui change, mais il y a des choses qui ne changent pas dans l'assurance vie. Ça ne change pas depuis toujours. Ça, c'est ce qui rend l'assurance vie fiscalement hyper intéressante. C'est difficile chaque année de l'expliquer parce que je me rends compte sur le terrain que ça a du mal à rentrer, en fait. Quand vous avez un capital qui est placé, ce capital donne des intérêts. Quand vous retirez, regardez, une partie du capital, vous retirez une partie des intérêts seulement. Bon, vous allez me dire, moi je m'en fiche, je retire de l'argent. Oui, mais vous retirez une partie des intérêts seulement. Et vous avez entendu depuis toujours les assureurs vous dire il faut ouvrir pour prendre date parce qu'un contrat, lorsqu'il a plus de 8 ans, il est plus intéressant. Ça n'a pas changé. Lorsqu'un contrat a plus de 8 ans, vous pouvez retirer 9 200 € d'intérêts quand on est marié ou pacsé, sans payer d'impôt, sans déclarer ses intérêts. Ils apparaissent sur le feuille d'impôt, mais ils ne génèrent pas d'impôt. Donc ça, c'est l'avantage fiscal majeur de l'assurance vie. Je vais vous parler autrement. Vous louez un appartement. Vous le louez. Votre gain, c'est votre loyer. Sauf que votre loyer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans votre revenu. Il est imposé au premier euro. J'ai un loyer de 500 € par mois, super. J'ai 6 000 € par an de loyer. Eh bien, les 6 000 € de loyer rentrent dans mon revenu. Et ils sont imposés à quel taux? À ma tranche d'imposition. C'est pour ça que quand on fait les calculs de l'immobilier physique, on s'aperçoit que entre le loyer que j'encaisse et ce qui me reste à l'arrivée, ben souvent il y a un gros décalage. Question? Pas de question. Rachat partiel ou avance à gauche? Souvent on me pose la question. Rachat partiel, vous voulez retirer de l'argent. 99% des opérations. Avance, quand un client me dit je veux faire une avance, je pose des questions. Parce que souvent on fait des avances par méconnaissance. Une avance, c'est quoi? Vous retirez de l'argent, vous ne passez pas par la case impôt parce que vous avez prévu de remettre cet argent sur votre compte. C'est ça une avance. Donc c'est quelque chose de bien particulier. Il me faut de l'argent parce que je vais acheter ça, mais je sais que je vais recevoir une indemnité de l'assurance dans 3 mois parce que j'ai été sinistré et qu'elle va arriver. Donc j'avance l'argent et je dois la rembourser derrière. Là c'est une avance. Donc je vous incite, quand vous avez le doute, de me solliciter. Quelle option je choisis? Alors ça c'est tous les jours, ça. Est-ce que je choisis d'intégrer les intérêts dans le revenu ou est-ce que je choisis le prélèvement forfaitaire libératoire? Pour faire simple, il n'y a pas de règle. 90% des cas, c'est je choisis d'intégrer les intérêts dans le revenu. Pourquoi? Parce que pour la majorité d'entre vous, vous avez des contrats qui ont plus de 8 ans. Et vous bénéficiez de l'abattement qui est à droite de 9 200 €. Donc moi, mes clignotants, c'est clair, quand vous retirez beaucoup d'argent. Alors c'est quoi beaucoup? Le client qui récupère 90 000 € parce qu'il veut acheter un appartement, là, je fais attention, je fais des simulations. Donc vous ne plantez pas parce que, comme il y a de plus en plus de clients qui font des opérations en ligne, parce qu'on vous incite aussi à le faire, c'est bien d'avoir le bon conseil. Monsieur Genevois, excusez-moi. Oui. Quand on vous demande une avance, Oui. est-ce que AFER nous facture des intérêts sur l'avance? Oui, il y a un coût de l'avance. Et à quel taux, par exemple, cette année, c'est Combien? 1% plus le taux du fonds garanti. 1,85. Voilà. Une avance, raisonnablement, il faut la rembourser dans les 2 ans. 2-3 ans. Hein. Voilà. Hein, ça doit rester ponctuel. Hein. Donc c'est pour ça que ça correspond à des schémas bien précis. Une petite astuce, mais là je vais vous perdre, mais je vous le dis. Vous avez un contrat qui a 7 ans et demi, il vous faut de l'argent. Il n'a pas 8 ans, c'est dommage, mais il vous le faut tout de suite. On fait une avance, pas d'impôt, et à la 8e année, on transforme l'avance en rachat partiel. Je vous ai perdu, mais sachez, essayez de le retenir. La flat tax, je passe la flat tax parce qu'il y a eu je trouve qu'il y a eu une mécompréhension là-dessus il y a 2 ans. La flat tax, en fait, c'est une taxe plancher. Hein. C'est pas un impôt en plus, hein. C'est l'inverse. Hein. Alors, on dit la flat tax. En fait, la flat tax, ça avantage clairement les contrats d'assurance vie et pas uniquement. C'est une taxe plancher, basse. L'IFI, pour ceux qui sont concernés, je rappelle des fondamentaux, l'assurance vie ne rentre plus dans l'ISF. Hein, puisque l'ISF a été supprimé, il s'appelle IFI. Et que l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, si vous avez la chance d'avoir 2 millions d'euros sur un contrat d'assurance vie, et que vous n'avez que ça, c'est déjà pas mal, vous ne ferez pas d'IFI.
Avant, vous payez l'ISF. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis comme vous, hein, j'écoute la radio, j'ai la presse, et il y a des moments de folie. On dit ça rapporte plus rien, il faut arrêter, il faut changer. On a l'impression que c'est mort, en clair. Moi, les clients, ils arrivent dans mon bureau, ils ont des idées d'acheter de l'or, des lingots d'or. Bon, ça c'est bien, mais ça coule quand on est inondé, mais enfin bon, des lingots d'or. Il y en a qui me disent on va acheter des forêts, parce qu'ils ont dit qu'il fallait acheter des forêts. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais ça correspond à des schémas de clients bien particuliers, juste pour info. Hein. Une forêt, l'intérêt, c'est qu'il y a un abattement successoral net, je ne dis pas de bêtises, de 75%. Ça concerne les grosses fortunes. Malheureusement, on n'en a pas, je ne pense même pas dans l'Occitanie, si vous voulez. Donc, ça concerne ce type de clients-là. Mais effectivement, ça a un intérêt. Donc, des lingots d'or, des forêts. Non, il faut faire des choses simples. Voilà. Ça, je passe, c'était au cas où j'ai des questions sur la flat tax. Mais voilà. Et le dernier point quand même de l'assurance vie, il ne faut pas l'oublier, parce que pour l'instant, on n'a quand même pas trouvé mieux, c'est pour transmettre, aujourd'hui, l'assurance vie, vous pouvez transmettre pour les versements faits avant 70 ans, 152 500 € par bénéficiaire. C'est quand même pas rien. Vous choisissez votre bénéficiaire, ce n'est pas forcément votre époux, votre épouse ou vos enfants, ça peut être une tierce personne, et la tierce personne, là, qui n'a pas de lien avec vous dans votre famille, hein, dans mon exemple, vous pouvez lui transmettre 152 500 € et elle ne paie pas de droit de succession. C'est pour ça que c'est appelé l'assurance vie, pas que chez Affaires ou chez Aviva. Hein. C'est que l'assurance vie aujourd'hui, c'est un produit qui est moderne. C'est un produit où vous placez votre argent, c'est un produit où vous pouvez retirer votre argent. Les retraits sont de plus en plus faciles, parce qu'avec Internet aujourd'hui, on arrive à faire des retraits en moins d'une semaine, alors qu'avant, il fallait plusieurs semaines pour le faire. Et surtout, vous protégez votre famille. Parce que quelle est l'obsession de mes clients, vous, en face? C'est quand vous avez beaucoup de patrimoine, peu importe le montant, parce que chacun a travaillé dur en général pour se constituer son épargne, c'est de se dire, moi, le jour où je ne serai pas là, eh ben, je vais protéger mon épouse, mes enfants, etc. Et franchement, ça me fait mal au ventre de voir que l'État va en prendre un petit paquet. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, l'assurance vie pour l'instant. Donc je sais que j'ai une question qui va arriver ce soir. Là. Thierry, il ne faut pas aider le monsieur là, que je connais bien. Là. Mais ça aujourd'hui, franchement, on n'a pas trouvé mieux. Alors là, je fais très simple, hein, parce que suivant les années et les contrats d'assurance vie, c'est un peu différent. Ça, c'est la règle qui court aujourd'hui. Je finirai sur ce chapitre juste par un truc, par un point. On a coutume de dire qu'après 70 ans, c'est moins intéressant, ce qui est vrai. Enfin, on le voit. On passe de 152 000 à 30 000 €. Donc c'est forcément moins intéressant. Il est évident que s'il y a un placement à faire, c'est à 69 ans et pas à 71 ans. Des fois, on ne choisit pas dans la vie. Sauf que c'est quand même intéressant parce que lorsque vous versez après 70 ans, tous les intérêts qui vont être générés ne rentrent pas dans le cadre de la succession. Ça, c'est important. On vit de plus en plus vieux. Vous pouvez très bien verser à 70 ans 30 500 € qui vont devenir peut-être 60 000 €. Si c'est sur un compte en banque, c'est 60 000 € qui rentrent dans la succession. Si c'est sur l'assurance vie, les 60 000 ne rentrent pas. D'accord? Question? Je conclus la deuxième partie. C'est bon. Je conclus la deuxième partie par les rappels. L'assurance vie, c'est toujours une valeur sûre qui n'a pas changé, hein, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, il y a un véritable intérêt d'avoir un contrat à faire et un contrat à vie. On va le voir un peu plus tard. Les produits sont complémentaires. Ils ont la même règle fiscale, mais ils sont complémentaires. Affaires immobilier existe, il y a des supports immobiliers chez Aviva, pas au même moment. Affaires en repassance, on va le voir, existe chez Affaires, mais n'existe pas chez Aviva. Est-ce que tous les conjoints ont un contrat d'assurance vie? Ça, on le répète chaque année, mais il faut le répéter. Les conjoints sont souvent bénéficiaires de votre contrat. S'ils sont bénéficiaires, il faut qu'ils aient un contrat. Vous avez un contrat à faire, il faut qu'ils aient un contrat à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une transmission qui se fait sans frais simplement. C'est tout bête. Il ne faut pas l'ouvrir au moment du décès. Pourquoi? Pour que les fameux 8 ans démarrent. C'est l'ouverture du contrat qui compte. Donc on répète les fondamentaux, mais ça n'a pas changé. La clause bénéficiaire, je suis à votre disposition pour la revisiter. Ça devient de plus en plus un outil important qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps une nouvelle extension de la clause bénéficiaire, c'est les retraites de reversion.
Des fois, madame, si monsieur décède en premier, parce qu'on part souvent avant, a intérêt à renoncer au bénéfice du contrat. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'argent dans son revenu, dans son patrimoine. Pourquoi? Pour avoir la retraite de reversion. Vous voyez, donc ça devient un peu subtil tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, moi j'ai eu un cas bien précis, elle n'est pas là, donc je peux en parler, d'une personne de l'agence de Limoux, où on est en train, elle a plusieurs contrats d'assurance vie, pas forcément chez moi d'ailleurs au passage, et on est en train d'organiser de prendre ou de ne pas prendre l'argent, pour justement faire en sorte que le revenu qui va être le sien, son patrimoine, elle ait la retraite de reversion. Alors, je ne peux pas trop m'étaler sur le sujet aujourd'hui, parce qu'on est en pleine réforme des retraites. Je sais que notre président a prévu de changer beaucoup de choses, je ne sais pas ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, et le sujet de la reversion va changer. Mais le principe, il est le même en tout cas. D'accord? Donc la clause bénéficiaire, c'est important. Cette renonciation, c'est important. Le conseiller, il est important pour vous. Les bénéficiaires qui sont les enfants, les petits-enfants, ils doivent avoir un contrat d'assurance vie. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie pour un enfant. Il a 1 an, il peut avoir son propre contrat d'assurance vie. Beaucoup le savent déjà, hein, mais oui? Ah non. Voilà, j'ai vu cette question. Petit truc, c'est pas nouveau parce que c'était un an que ça dure. Aujourd'hui, on peut ouvrir un contrat à faire à partir de 100 €. Ça continue jusqu'au mois de juillet 2020. Nouvelle politique de l'affaire qui concerne tout le monde. Depuis septembre 2019, les frais d'entrée ont baissé. Les frais d'entrée du fonds garanti étaient à 2%, négociables en fonction de vos encours. Aujourd'hui, il est tombé à 0,5%. C'est pas beaucoup, c'est peu. Les frais d'entrée du support autres, les fameuses unités de compte, étaient avant, hein, vous le savez, 1% avant. La moitié de 2, ils sont tombés à 0. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une offre spéciale, hein, c'est un nouveau modèle économique. C'est que vous allez reverser chez Affaires, vous avez 0,5%, c'est peu sur le fonds en euros, et vous avez 0 sur le reste. J'ajouterai, pour ceux qui le font, que les arbitrages sont gratuits de manière illimitée désormais. Oui, avant, vous aviez un arbitrage 1 fois par an. Maintenant, vous allez pouvoir vous amuser, parce que je sais que c'est le dimanche pour vous, arbitrer régulièrement, c'est gratuit. Ça correspond à une logique, hein, en fait. Je vous invite à réfléchir, ce n'est pas une obligation bien évidemment, puisque chacun doit s'y retrouver. Réfléchissez sur l'intérêt d'ouvrir un plan d'épargne retraite individuelle, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ça, c'est pas chez Affaires, ça c'est chez Aviva. Vous voyez, donc, il y a des complémentarités chez les deux. Mais ça, je vais vous en parler régulièrement. Au passage, c'est très accessible. L'ouverture d'un compte se fait à partir de 100 €. C'est facile. J'ai fini la deuxième partie. Question. Il n'y en a pas, ça m'arrange. Ah, il y a eu. Ah. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de l'abattement des 31 000 € après 70 ans. Oui, 30 500. Voilà. Oui. Par bénéficiaire. Non, pour par tout bénéficiaire confondu. Ah, voilà. D'accord. C'est pas ce qu'il y avait écrit. Il y avait l'ANSA. Ouais, pour l'ANSA. Ah, vous me testez, là. C'est un test. Pour l'ensemble des bénéficiaires. Mais au moins, ça mérite d'éclaircir. Donc, c'est un abattement pour l'ensemble des bénéficiaires. Et l'ensemble des contrats. Oui, effectivement, Maître a raison, et pour l'ensemble des contrats. Parce que souvent, les clients sont forcément très. Ils réfléchissent. Hein. Ils disent, bon, je vais faire un contrat chez vous, un contrat là, etc. Non, c'est pour l'ensemble des contrats. Voilà. Troisième partie, qui je pense est importante, et ça va le faire en termes de délai. Qu'est-ce qu'on fait de votre épargne? Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est important, hein, c'était le titre de la réunion. 2019, on l'a déjà vu. D'après vous, l'année prochaine, on en a combien? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Hein. Combien? 1,50. D'après vous, l'inflation, l'année prochaine, elle est à combien? 1,50? Oh, on est mal. Hein. C'est comme la pub, je ne sais plus qui. On est mal. Hein. Alors, j'espère me tromper. Hein. Il y a effectivement ces réserves qui sont toujours là de manière positive. Mais il y a un risque sérieux l'année prochaine que notre argent ne nous rapporte pas autant que l'inflation. En 2019, on s'en sort à peu près bien. En 2018, on a frôlé la correctionnelle. Nos concurrents ont déjà franchi la barre, hein, pour la plupart. Hein. Puisque quand vous avez des assureurs qui sortent un fonds garanti, un fonds en euros à 1%, hein, c'est le cas,
On est en dessous du seuil de... on est en dessous, c'est clair. Alors, moi, ça ne va pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne va pas. Parce que les clients, je vous vois dans mon bureau. Et à un moment donné, les clients, c'est la sinistrose. Chaque année, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et finalement, ça ne vous convient pas. Et donc, il faut trouver des solutions. Alors, vous pouvez ne rien changer. Hein. C'est votre argent, c'est votre contrat, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et ça, effectivement, ça pose une difficulté. Le monde, il évolue aujourd'hui. Vous savez, bon, on a tous peut-être des enfants. Moi, mon plus jeune, il a 15 ans. J'essaie de l'initier à ça, mais franchement, il n'est pas concerné. Son frère, il a 18 ans, il s'intéresse un peu. Vous savez ce qu'il fait, lui? Il fait que des unités de compte. Je vous parie ma casquette, que dans un avenir proche, alors pas vous, hein, peut-être pas vous, hein, mais la nouvelle génération, ils feront que des unités de compte. Et quand ils auront gagné de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sécuriser ça sur le fonds en euros. Ils vont fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont raisonner à l'inverse de nous. Au début, les plus anciens ont connu les contrats monosupport, que du fonds en euros. On n'avait pas le choix, on faisait que du fonds en euros. Après tout, c'était comme ça, on ne savait même pas que ça existait, le reste. Et puis après, il y a eu les multi-supports. C'est-à-dire que le fonds garanti plus le reste des supports. Et puis sous la pression positive des conseillers, etc., certains clients se sont initiés aux unités de compte. Alors il y en a qui sont courageux, il y en a qui n'ont peut-être pas compris, il y en a qui l'ont fait par hasard ou par erreur, et puis c'est avéré que ça leur a été profitable. C'est ça la réalité de la vie de vos contrats. Mais aujourd'hui, il faut raisonner différemment. Aujourd'hui, il ne faut pas s'appuyer sur le fonds garanti. Il faut aller chercher la performance là où elle existe. Elle n'est pas sur le fonds garanti. Mais il ne faut pas abandonner le fonds garanti. Qu'est-ce que j'ai mis la première ligne là-haut? Le fonds garanti, c'est un support d'avenir. C'est un peu provocateur, mais oui, c'est un support d'avenir. Parce que lorsque vous avez gagné de l'argent, quand on vous présente des chiffres avec 20%, vous êtes content, sauf que vous n'avez rien gagné. Parce que tant que vous n'avez pas pris cet argent-là pour le basculer sur le support fonds garanti, vous n'avez rien gagné, si ce n'est de voir un bout de papier qui nous met 20%. Donc le fonds garanti en euros, il faut le garder, il faut le privilégier, mais il ne faut pas compter sur lui pour faire de la performance. En tout cas, pas pour les prochaines années. Peut-être que plus tard, les taux vont remonter, j'en sais rien, mais ça fait 20 ans que je fais ce métier, il y a des plus anciens que moi, et ça fait 20 ans que ça continue de diminuer. Sauf que cette année, ou l'année prochaine, on a l'inflation qui va nous rattraper. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez faire de votre argent. Et pourquoi vous ne laissez pas le choix à l'épargnant de ne pas diversifier, de tout mettre sur le fonds euro? Pourquoi cette politique un peu draconienne, à mon avis? Parce que la personne qui veut placer tout son argent sur le fonds euro, certes, il va contre ses intérêts, mais c'est son droit. Alors, bonne question. Alors, s'il est déjà client d'un contrat à faire ou à vie, ce droit, il l'a toujours. Il peut le garder. Il fait ce qu'il veut. Hein. Ça veut dire que si vous avez un contrat existant à faire, aujourd'hui, vous pouvez verser 100% sur le Oui, fonds. oui. Alors, pourquoi on veut vous dissuader de ça? C'est la question, c'est le slide qui va suivre. D'accord? Je vais vous répondre. Par contre, ça me permet de dire un truc. C'est que si vous voulez faire un nouveau contrat ailleurs, chez nous ou ailleurs chez les concurrents, c'est plus possible 100% fonds en euros. Ah ben, je peux vous dire que la plupart, c'est plus possible. Allez voir Generali, qui a un bel assureur vie, et dites je veux placer 100 000 euros, ils vont vous imposer 30% d'unité de compte. Hein. Et c'est ça, vous allez repartir avec votre chèque. Hein. Ils préféreront ne pas prendre votre chèque que de prendre que du fonds garanti. Et à Viva, c'est pareil. Alors je vais vous dire pourquoi derrière. Parce que c'est choquant. Et le but, c'est pas de contraindre les clients, le but, c'est d'expliquer. Je vais vous dire, ah voilà, vous voyez, on y est là. À qui profite le crime, quelque part? Alors il faut se dire les choses. Les assureurs, les fonds en euros, c'est les enquiquines. Alors, voilà, c'est les enquiquines, parce que pour garantir votre argent, il faut qu'ils aient des actifs au sein de la compagnie d'assurance très importants pour garantir. Ça leur pose un problème. Et puis ça pose... Hein? Ça rapporte moins pour eux aussi. Oui, on est d'accord. Mais on est d'accord, c'est pour ça que je commence par ça. Et puis il y a autre chose, c'est que plus les gens font du fonds en euros, plus le fonds en euros va dégringoler. Et c'est pas ce que vous voulez. Sauf que là, c'est l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Mais plus le fonds en euros sera alimenté, et plus il va dégringoler. Alors quand il va dégringoler, alors on aura tout gagné, c'est qu'on aura plus de fonds en euros, et c'est pas ce qu'on veut, et c'est pas ce que les adhérents veulent. Donc, l'intérêt... Oui. Moi j'ai une question toute simple, c'est comment on fait aujourd'hui pour gérer nos fonds. Voilà. Parce que fondamentalement, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une situation où les fonds en euros, de
effectivement, il rapporte pour rien, mais effectivement, quand on voit que les États payent sur des taux négatifs, en point sur des taux négatifs, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Qu'est-ce qu'on fait? Et deuxièmement, sur les actions, sur les fonds d'actions, on est en permanence dans des incertitudes qui sont liées au fait que bon, le monde ne va pas très bien, on a des dirigeants politiques qui sont instables, c'est le moins qu'on puisse le dire. Par conséquent, aujourd'hui, si vous voulez, on est tiraillé entre qu'est-ce qu'on garde en fonds en euros et qu'est-ce qu'on fait sur... Normal. Absolument. Donc c'est la bonne question. La réponse, elle est juste après. Par des exemples concrets, des propositions. Je vais vous répondre. Alors, bon, là je suis... Bon. Quel est mon intérêt? Le mien, de vous pousser à faire des unités de compte. Alors moi, je vais vous dire, je me complique la vie. Hein. Parce que quand je peux des fois passer un quart d'heure à encaisser un chèque de reversement, ça m'est arrivé il y a 2 jours, important, j'ai passé 2 heures pour le faire, pour expliquer l'intérêt à la cliente de le faire, d'acheter du fonds garanti et des unités de compte, de panacher, elle avait un contrat à Viva, d'ouvrir un contrat à faire, etc. Et mon intérêt, c'est quoi? C'est que si vous êtes satisfait de mes services, vous allez garder l'argent chez moi. Mieux, la cliente en question, c'est une histoire vraie. Hein. Elle m'a dit, mais pourquoi mon banquier ne me raconte pas tout ça? Je lui ai dit, le banquier, peut-être qu'il n'a rien à vous dire. Et je vais vous raconter la suite de l'histoire, hein, qui ne s'est pas produite encore. Hein. Un jour, elle m'a dit, écoutez, regardez mes contrats de la banque, si je peux vous les confier, ça m'intéresse. Bon, mon intérêt, il est là. C'est que si j'arrive à satisfaire mes clients dans le monde qui évolue en répondant à vos interrogations, vous allez me faire confiance et vous allez me confier votre argent. Mon intérêt, il est là. C'est tout. Et vous, votre intérêt, et c'est là la grande difficulté, c'est qu'il faut trouver la bonne alchimie, effectivement, pour que ça vous rapporte. Mais je vais vous répondre, hein. Il y a des propositions. Je vais vite parce que Laurent en a parlé. Les unités de compte, on sait à peu près ce que c'est. Ça dépend. Il y a des actions, des obligations. Pour faire court une action, vous êtes propriétaire d'une part de société. Hein, vous êtes copropriétaire dans un immeuble, d'un appartement. Vous avez une action de l'immeuble, quelque part. Vous avez une action France Télécom, enfin ça n'existe plus d'Orange. Vous êtes copropriétaire d'Orange. Une obligation, c'est quoi? Vous prêtez votre argent à un État ou à une entreprise qui s'engage à le rembourser. Donc, une unité de compte, c'est un mélange de tout ça, suivant comment est fait une unité de compte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une valeur de part, et que la part, elle bouge. Vous voyez? Il y a une valeur qui bouge sans arrêt. Ça monte. Ce sont des actions, pas forcément. Ça peut être des obligations, mais c'est sur les marchés. Ça bouge. Nous, on a un rythme cardiaque qui bouge. Moi, le matin, je suis à 40, et là, je dois être, à mon avis, à plus que 40. Vous voyez? Donc, c'est normal. Ça ne pose pas forcément un problème. Bon, maintenant, si je pars à 200, ça va poser un problème. Voilà. C'est compliqué, je suis d'accord avec vous. C'est risqué. Moi, c'est tous les jours qu'on me le dit. C'est risqué, etc. Alors, tout à l'heure, dans mon bureau, c'était le fonds en euros, ça ne rapporte plus rien. Je veux faire des FCPI, de l'immobilier. Je dis très bien, effectivement, c'est bien. Surtout qu'on a de l'immobilier, hein, donc je suis à l'aise sur la question. Sauf que l'immobilier, il y a du risque. Hein. C'est pas sans risque. Hein. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai démarré mon métier, mais c'était pas bien fait avant. Hein. L'immobilier, elle est baissé de moins 40%. Donc le Loïc Genevois, qui avait 20 ans de moins, est allé voir les clients en disant, vous avez acheté du Select Pierre, c'était chez Aviva, vous êtes à moins 40. Je n'étais pas très fier, si vous voulez. Hein. Voilà, ça m'a un peu formé dès le départ. L'immobilier, c'est bien, hein, mais il y a du risque. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui garantir que votre maison, vous allez la vendre tel prix? Mais pas du tout. Votre maison, elle passe son temps à fluctuer, à monter et à descendre. Sauf que ça ne pose pas un problème parce que vous ne la vendez pas. En fait, d'autres maisons, tant qu'on habite, tant qu'on a cette utilité-là, on s'en fiche qu'elle vaille 200, 250, 300. Ça fait plaisir pour son écho. Mais en dehors de ça, ça ne sert à rien. Donc l'immobilier, oui, mais c'est le mot magique, ça. Les clients, c'est l'immobilier. Et les vendeurs, comme moi, qui sans scrupules, et je ne suis pas sans scrupules, laissent croire en plus aux clients que l'immobilier, c'est la sécurité absolue. Mais pas du tout. Ce n'est pas la sécurité absolue, l'immobilier. L'avantage de l'immobilier, il y en a deux. Le premier, c'est que ça rapporte raisonnablement entre 3 et 5%, c'est déjà beaucoup. Et le deuxième, c'est que le cycle, il est lent. C'est-à-dire que l'immobilier, ça ne se retourne pas du jour au lendemain. On a le temps de voir venir. Ça, c'est pour les conseillers qui dorment avec leurs clients, si vous voulez. Alors l'immobilier, c'est bien,
Mais il n'y a pas que l'immobilier. Ça, c'est une histoire vraie, c'était dans mon bureau tout à l'heure. Le client n'a pas fait d'immobilier, il a fait autre chose. Je vous dirai ce qu'il a fait. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez, je reprends ce slide. Affaires Sphère, c'est une des plus anciennes, peut-être même la plus ancienne unité de compte de chez Affaires. Au passage, je pense que heureusement que les clients ne savaient pas quel était le risque 5 sur 7, sinon ils ne l'auraient jamais fait. Voilà. À l'arrivée, ils ont gagné une fortune sur la durée. Parce que là, on remonte sur 5 ans, 5,9 en moyenne chaque année, d'accord? Mais si vous remontez sur, je crois que c'est 95 l'origine, me semble-t-il, c'est juste colossal. Qu'est-ce qu'on voit d'autre qu'il faut que vous voyez? Regardez, il y a une durée de placement. Il faut apprendre, en fait, il faut apprivoiser, voilà, les unités de compte. Il y a une valeur de risque, regardez, on l'a vu. Il y a une durée de placement. Si vous voulez faire une plus-value immédiate, ça peut le faire, mais ça peut ne pas le faire. Il faut juste le savoir. Il y a des supports qui ont des durées de placement plus courtes. Là, on ne le voit pas sur ce tableau, mais il y en a, c'est 3 ans. Donc 3 ans, il y en a 3 ans. Non, 3 ans, c'est le risque. 3. Mais. Ah oui, pardon, excusez-moi, merci. Donc 3 ans, effectivement, c'est plus court. Et je rajouterai autre chose également. Regardez. Ici, bon, ça, j'ai déjà vu. Et regardez, il y a une notion de volatilité. Alors ça, c'est un gros mot, la volatilité. C'est quoi la volatilité? Si vous avez une volatilité de 5%, et je vais en arriver au concret, monsieur, hein, je vais vous faire 3 propositions. Mais il faut que ça soit acquis pour comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de votre part, elle va varier entre moins 5 et plus 5. Vous achetez une part 100 qui a une caractéristique d'une volatilité de 5%, elle va fluctuer entre 105 et 95. C'est un côté rassurant déjà ça. Est-ce que je peux tout perdre? On ne parle pas d'une volatilité de 50%. Elle ne va pas faire plus 50, moins 50. Pourquoi? Parce qu'elle a été... Oui. C'est pas une période, c'est la construction de l'unité de compte, son mélange d'actions, d'obligations, sa répartition géographique, ses secteurs d'activité, qui détermine, un niveau de risque, 2, une volatilité. Donc ça, vous achetez une voiture, par exemple. Votre voiture, elle est censée consommer tant de litres au 100. Voilà. Si vous consommez plus que prévu, c'est pas normal. Si vous consommez moins, ça c'est rarement le cas, c'est juste impossible, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la roulette russe. À chaque support en unité de compte, il y a une caractéristique qui détermine un risque et une espérance de gain, voire de perte. Je continue parce que je vois que vous voulez du concret et je vais vous en donner. Ouais, mais ça correspond à un algorithme finalement dans lequel vous allez rentrer des bases. Ah, mais ça correspond, c'est un métier. Hein. Enfin, c'est pas mon métier ça. Hein. Mais c'est un métier des gens qui font ça, hein. C'est un véritable métier. Hein. Au passage, je vous taquine, quand vous payez les frais de gestion sur un placement, tous les ans, c'est pour rémunérer les gérants qui font ça. Hein. C'est un véritable métier. Hein. Voilà. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez? Parce que vous n'avez pas forcément votre argent tout chez nous. Vous en avez ailleurs, des fois, chez le banquier. Souvent, quand vous avez quelque chose chez moi, vous l'avez ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez? Parce que ça peut vous ouvrir aussi les yeux par rapport à vos supports autres. C'est que une unité de compte, vous avez un niveau de risque de 1 à 7. 7 étant le maximum. Regardez ce que vous avez. L'horizon de placement, 1 à 8. La volatilité, chez nous, en gros, elle s'arrête de 1 à 20. Grosso modo. D'accord? Mais il y a des supports, ça peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai vu des supports, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, hein, de 1 à 50. Moins 50, plus 50. On n'est pas dans cet esprit-là. Vous avez en face de vous Affaires et Aviva, on essaie quand même de vous faire gagner de l'argent, mais dans des proportions raisonnables. Moi, quand je suis en train de vous parler, quelque part, je m'engage. Quand les clients me disent à la fin, parce qu'ils n'ont peut-être pas tout compris, écoutez, monsieur Geoffroy, je vous fais confiance, ça ne fait pas peur, parce que j'ai l'habitude. Mais c'est une responsabilité, quand même, quelque part. Hein. Je préfère que les choses soient claires entre nous. Et je vous montre un truc, parce que ça peut intéresser ceux qui sont un peu branchés sur Google. Il y a un code ISIN. C'est le code sécurité sociale de votre support en unité de compte. Vous avez un support à la banque, par exemple. Ils ont tous des noms très jolis. Hein. Ça fait rêver. Hein. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et quand les clients me disent, moi, mais
Vous pouvez me dire si c'est bien ce que j'ai ou pas. Moi, je ne connais pas tous les supports de France et de Navarre. Par contre, je les retrouve facilement parce qu'ils sont identifiés par un code sécurité sociale. Et une fois que j'ai ça, c'est super facile. Sur Google, j'ai le niveau de risque, j'ai la volatilité et j'ai l'horizon de placement. Et surtout, j'ai le client en face de moi. Et je regarde si son objectif est en phase avec tout ça. Vous voyez? Donc, je continue parce que ça avance et surtout, vous voulez la réponse. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, j'ai une chose à vous dire. C'est super important. C'est que si on fait des choses ensemble comme ça, je parle à tout le monde, hein, vous devez venir me voir. Moi, je viendrai vous voir s'il y a une catastrophe. 2 fois, ça m'est arrivé en 20 ans. La première fois, quand j'étais jeune agent avec l'immobilier chez Aviva. Je m'en souviens. La deuxième fois, chez Affaires, avec un support qui ne fonctionnait pas bien. C'était pas la cata, mais il n'avançait pas. Là, j'ai pris les devants. Je n'ai pas attendu que les clients viennent me voir. J'ai pris les devants. J'ai incité les clients à changer. Par contre, moi, ce que je vous demande, c'est que il faut maintenir le contact. Je ne peux pas, raisonnablement, suivre tous les jours tous les clients du portefeuille. Il faut un peu, je vous demande ça. On ne vous demande pas de faire mon métier, si vous voulez. Il y en a qui le font. Hein. D'ailleurs, le fait que vous soyez là ce soir, c'est déjà un signe d'application. Mais j'ai des clients aussi qui ne sont pas là. Donc, on ne peut pas tout avoir, si vous voulez. Il faut un peu s'impliquer. On fait quoi maintenant? Ça y est, on y va. Ça va vous plaire. Il y a 3 profils. 3 profils de clients, grosso modo. Il y en a dans cette salle, ici. 2 clients sur 10, vous voyez en haut, là, ils ont que du fonds en euros. Ça existe, bien sûr. À faire 55 milliards d'épargne, et je crois 40 et quelques milliards de fonds en euros, et le reste, c'est des effets de compte. Ça, c'est 2 clients sur 10. Qu'est-ce que vous faites? Alors regardez, parce que maintenant que vous avez assimilé quelques notions, vous allez mieux comprendre. Et mieux comprendre, c'est avoir moins peur quelque part. Le fonds en euros, il n'y a pas de risque. Ça, on l'avait compris. La volatilité, ça ne varie pas. Ben, malheureusement, ça varie à la baisse. Mais ça, malheureusement, c'est comme ça pour l'instant. 100% en euros, je réponds, monsieur, si vous ne voulez pas changer, vous ne changez rien. On ne vous force rien. D'accord? Vous ne pouvez pas changer. C'est votre argent. Hein. C'est votre argent, c'est votre contrat. Voilà. Moi, ce que je propose de faire, je vais vous dire, je privilégie 3 supports. Je suis en 2020, hein. Ce slide, je ne vais pas vous le ressortir l'année prochaine, hein, parce que ça évolue. Hein. Je privilégie le support euro-croissance. Je privilégie le support affaires patrimoine et affaires immo. Pourquoi? 2 raisons. La première, 3 raisons. Peut-être que j'ai un profil prudent personnellement qui vous influence. Ça, forcément, mes conseils, voilà. Mon métier fait que je suis plutôt dans la prudence. Deuxième raison, regardez, je prends des supports qui ont des niveaux de risque, qui sont les plus faibles. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, je m'adresse à une population, là, les 2 clients sur 10, qui font que du fonds en euros. Ah, c'est comme un enfant qui mange que des frites. Elle mange un peu des légumes verts. Ah, j'aime pas. On ne remplace pas les frites par les légumes verts. On en met un peu. Et puis voilà. Et puis, c'est bon. Et puis ça fait du bien. Voilà, donc il faut que je joue un peu de cette subtilité, si vous voulez. Donc, ces 3 supports, je privilégie. La 3e raison, on ne sera pas forcément d'accord avec moi, c'est mon parti pris, c'est quand je vois des marchés financiers qui sont aussi élevés en 2019, moi je ne peux pas vous garantir que le fonds Amérique va faire plus 27% encore en 2020. J'en sais juste rien. Alors, il y a des experts qui disent que ça va continuer, que c'est super, etc. Mais personnellement, j'en suis pas sûr. Donc je préfère vous orienter sur des supports prudents. Concrètement, on fait quoi? Si vous vous reconnaissez dans ces supports, vous faites ça. Vous basculez 20% du fonds en euros sur le support euro-croissance. Vous prenez 20% du fonds en euros sur le support euro-croissance. Ça s'appelle un arbitrage, il n'y a pas de frais. Attendez, je vais répondre à votre question. Euro-croissance, c'est juste de la bombe. Euro-croissance, il existe depuis 4 ans. Il a été mis en place comme alternative au fonds en euros. Euro-croissance, depuis le début de l'année, je suis désolé, c'est la réalité, hein. Il fait 4,64% en moyenne chaque année. Hein, par rapport à un fonds immobilier qui fait entre 3 et 5, ça se tient quelque part. Sauf qu'Euro-croissance, il a une caractéristique mais qui est unique. Hein. Alors pas unique chez Affaires, hein, mais tous les assureurs ne l'ont pas intégré. Vous avez une garantie du capital au bout de 10 ans. Ah oui, mais non, moi l'argent, je ne vais pas le laisser 10 ans. Et puis je suis trop vieux pour le laisser 10 ans. Et je ne vous dis pas de le laisser 10 ans. Mais les clients qui m'ont écouté il y a 4 ans, qui ont gagné 4,5% depuis 4 ans, quand je vais les revoir, parce qu'eux vont venir me voir pour faire le coup avec leur contrat, peut-être que je vais leur dire, on prend Euro-croissance,
on le remet sur le fonds en euros. Rappelez-vous le slide, la valeur refuge. Et là, je suis certain que mon client, il a gagné 4,5% sur son support Eurocroissance pendant 4 ans. Et au moins, quelque part, ce que je lui ai vendu comme espérance, je la concrétise. Vous comprenez? Par contre, le client qui s'endort, ou le conseiller qui s'endort, c'est pas mon cas, hein, mais enfin bon, supposons, au bout de 9 ans, on n'a rien fait, ça s'écroule. Vous avez une garantie du capital. Quel support en unité de compte vous garantit le capital? Les supports immobiliers que je vends? Non, absolument pas. C'est le seul support en unité de compte qui vous garantit le capital et qui ne bloque pas l'argent. C'est juste intéressant, au passage. Donc, Eurocroissance, franchement, c'est quelque chose, il faut en avoir. Dans le contexte actuel, il faut en avoir. Vous avez une somme d'argent à placer, la question qu'il faut vous poser, c'est, je dis n'importe quoi, hein, j'ai 100 000. Allez, dans les 2 prochaines années, je mets 50 000 euros sur le fonds en euros parce que je change la voiture. Alors, vous avez acheté des voitures, hein. Et le reste, je n'en ai pas forcément besoin tout de suite. Eurocroissance. Et vous le conseillez. C'est ça, la nouvelle façon de travailler. Donc ça, c'est pour les clients qui ont que du fonds en euros. Deuxième profil, vous êtes majoritaire. Là, il faut vous réveiller, hein, parce que là, c'est la majorité. Hein. 6 clients sur 10, regardez, grosso modo, vous avez 80% de votre argent sur le fonds en euros et 20% souvent sur Sphère. Sphère qui a été l'unité de compte phare d'affaires, qui continue de l'être d'ailleurs, des actions françaises. Ça, c'est preuve que vous écoutez les conseillers d'avant et de toujours, quelque part. Parce que déjà, vous êtes initié à cette pratique-là. Mais ça, aujourd'hui, regardez ce que ça donne comme information. Ça donne comme information que vous avez une volatilité de 2,5. Regardez, un profil prudent, c'est jusqu'à une volatilité de 6. Donc quand j'ai une volatilité de 2,5, je suis prudent, du prudent. D'accord? Ça, c'est la majorité des clients. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. Là, je suis dans du concret, hein, pour répondre à votre question tout à l'heure. Hein. Je mets en avant les mêmes supports, je ne reviens pas dessus. Vous réduisez, non pas de 20%, parce que vous avez déjà fait l'effort d'avoir du Sphère, vous réduisez de 15% votre fonds en euros, vous privilégiez le fonds Eurocroissance, parce que pour moi, il est juste super, ce fonds, et le Sphère, vous ne le touchez pas. Parce que le Sphère, on continue de penser que c'est un support qu'il faut conserver. À l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? Vous avez une volatilité de 3,49%. Le profit prudent, c'est jusqu'à 6%. C'est-à-dire que même en faisant ça, en réduisant un peu votre part de fonds en euros, mais en allant sur un support prudent Eurocroissance, regardez, bien sûr qu'il y a une prise de risque, mais elle est super limitée. Alors, on dit souvent, les performances du passé, c'est ça, ne préjuge pas des performances du futur. Sauf que si le train passe sans arrêt, qu'on ne le prend jamais, ben à un moment donné, on ne va pas y arriver. Hein, c'est un peu ça. Donc ça, vous êtes nombreux dans ce cas-là. Alors après, mais ce n'est pas en réunion plénière, hein. On peut discuter sur prendre d'autres supports, etc. Alors, moi, j'ai voulu faire du condensé pour vous montrer. Mais ça, c'est la majorité d'entre vous. Dernier cas, alors celui-ci, il est trop rigolo. Et je connais moins un client que ça va amuser dans la salle. 2 clients sur 10. Alors eux, ils sont plus offensifs. Hein. Vous avez vu? Ils ont 50% seulement sur le fonds en euros, et puis le reste, ils l'ont réparti à peu près comme ça. L'eurocroissance, un support européen, un peu d'Amérique, un peu d'émergent. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Très bien. Ça. Volatilité, regardez, 6,55. Profil prudent, ah non, on n'est plus prudent là. C'est logique quand même. Hein. Là, on est profil équilibre. Il y a un troisième profil, hein, qui est offensif, hein, on n'en parlera pas. Donc là, on est équilibré, on est franchement quand même plus audacieux. Et moi, ma proposition est la suivante. Regardez. Alors, c'est un parti pris, hein. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir confiance dans son conseiller quelque part. Hein. C'est un travail d'équipe. Hein. Ça ne marche pas. Je privilégie. Alors, bon, je vais aller très vite. Regardez. C'est celui-ci? Non, ce n'est pas celui-ci. En fait, je ne suis pas au bon endroit, c'est ça? Ah mince. Thierry, j'ai besoin de toi. Je suis désolé. Alors là, ça a bugué parce que logiquement, c'est pas censé faire ça. Tu vois ce qu'il faut faire? Hein? Ouais, s'il te plaît. Alors, vu qu'il va y avoir une courte interruption, on peut anticiper vos questions, si vous voulez. J'avais une question.
Ah, attendez, parce que madame, elle avait levé la main avant. Excusez-moi. Voilà. J'avais une question à propos du placement de fonds en euros. Est-ce que la législation est supposée évoluer pour les comptes des majeurs protégés qui sont obligés d'avoir des comptes fonds? Alors, en fait, sur l'évolution, j'en sais rien. Sur les pratiques concrètes, je peux vous répondre. C'est qu'ils n'ont pas forcément du fonds en euros. J'ai des majeurs protégés qui ont, on ne s'est pas mis d'accord tous les deux, hein, qui ont du fonds garanti et de l'euro-croissance. Depuis quand? Depuis, j'en ai fait au moins 2 l'an dernier, par exemple. Parce que les tribunaux nous imposent des fonds en euros et des placements de fonds. Oui, mais ce que veulent les tribunaux, c'est protéger la personne. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Non, je vous réponds. Dans la mesure où vous leur présentez un support qui a un capital garanti, le fonds recroissance au terme de 10 ans, le juge qui prend la décision, il prend aucun risque. Si, il prend le risque de faire gagner de l'argent à la personne, quelque part. Donc aujourd'hui, je vous réponds là-dessus, c'est que j'ai déjà fait, donc c'est du concret, des contrats avec du fonds garanti et du fonds recroissance. Et dans des proportions, des fois, très importantes. Hein. Donc ça, c'est à l'appréciation, mais si c'est bien. Alors, il y a du travail de ma part, hein, parce qu'en général, je présente des camemberts, j'explique, etc., pour que le juge en ait un coup d'œil, qui lui n'est pas un assureur, hein, bien évidemment, hein, à chacun son travail, puisse valider. Mais oui, ça se fait. J'ai répondu? Oui, tout à fait. Monsieur Sicard. De recroissance? Un minimum pour verser en pourcentage? Pas à ma connaissance. Par contre, quand on fait un versement, c'est 100 €, je crois, le versement minimum. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de minimum Non, le fonds en euros, on fait ce qu'on veut. Ah oui, on peut mettre pour une tête de compte, on peut faire ça. Ah oui, on fait ce qu'on veut. On peut faire 1% 99, 99,1, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. On peut changer quand on veut. Arbitrage gratuit tout le temps. Merci Thierry. Dernier document. On approche de la fin. C'est le client justement qui a déjà prévu 50%. Donc regardez ce qui se passe, que je ne fasse pas la même bêtise. Voilà. Regardez ce qu'il fait ce client-là. Regardez. Il réduit son fonds en euros. Il le réduit. Il passe à 40%. Les 10%, il les met sur le support euro-croissance. Vous avez compris pourquoi? C'est un support qui va chercher de la performance et qui apporte une garantie au terme de 10 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient les 20% sur Sphère, qui sont les actions françaises. Il fait de l'affaire patrimoine. Il en fait un autre. Pourquoi? Parce que moi j'y crois. Alors je ne vais pas vous le développer ce soir. Mais l'affaire patrimoine, pour moi, c'est un support qui va progresser quand les actions vont baisser. Au marché, moi je parie sur la baisse des actions. Voilà. Qui a dit ça? Alors, merci. Parce que dans ma vie d'agent, les 2 supports que j'ai appelés les clients, c'est un Aviva Immobilier moins 40, jeune agent, et Affaires Patrimoine, qui non seulement ne bougeait pas beaucoup, mais végétait, on peut le dire. Sauf qu'avec Stéphane, on a fait un travail de fond sur ce support-là, et avant que la performance sorte, on a détecté qu'il y avait des changements. Et cette année, il a fait plus 7. Et ce support-là va progresser quand les actions vont baisser. Pourquoi? Parce que le gérant qui gère ce support, il doit avoir 15% d'actions. Il est construit comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il en a 0,1, je crois, d'actions. Pourquoi? Parce qu'il attend que ça baisse. Donc le jour où les actions vont baisser sensiblement, hein, le gérant va acheter, merci Thierry, hein, va acheter des actions pas chères. Donc c'est pour ça que ce support, moi j'y crois, il est de mémoire risque 3 et c'est une ouverture pour des marchés à la baisse. C'est pour ça que dans ma proposition, je mets un peu d'affaires patrimoine ici. Le reste, qu'est-ce que je fais? Je réduis la voilure d'Amérique. Je ne sais plus qui m'a posé la question qui lance sur Amérique. L'Amérique. Je réduis un peu, de moitié, l'exposition à l'Amérique. Je réduis un peu les pays émergents. Alors après, on peut en discuter, on est d'accord, pas d'accord, etc. Personne n'a la bonne vérité, si vous voulez. Sauf que, regardez bien quand même, j'ai réduit la part du fonds en euros, j'ai réduit la volatilité. Preuve que le fonds en euros, c'est important. Les unités de compte, c'est important, mais ce qu'il faut choisir, c'est la proportion et le choix de l'unité de compte. Faire du Sphère, qui est un risque 5, c'est plus risqué que faire du patrimoine, qui a un risque 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la moralité de l'histoire, c'est quoi?
je ne vous demande pas de faire mon métier, mais en fait, il faut que vous compreniez que le gain, vous l'aurez par l'unité de compte. Vous ne pouvez pas investir les yeux fermés. On ne veut pas que vous fassiez ça. Donc il faut que vous compreniez simplement qu'il y a une échelle de risque, il y a une amplitude de hausse et de baisse, et il y a un horizon. Il faut laisser un peu le temps de. Moi, je pose de plus en plus la question aux clients. Vous voulez placer de l'argent? Quelle somme d'argent vous pensez ne jamais toucher? Vous pouvez tous répondre. Je place 30 000 euros, ben, moi les 10 000, ceux-là, j'en aurais jamais besoin parce que ma femme refait la cuisine, donc je vais cocher dans les 20 000 qui restent, etc. Des choses comme ça. Et c'est les 10 000 que vous n'avez a priori pas prévu de toucher qu'il faut investir en unité de compte. Alors si on fait ça, vous allez faire 30% de fonds garantis, 60% du reste. Vous ne ferez pas ça. On vient de trop loin, si vous voulez. C'est ce que feront les générations futures. Mais aujourd'hui, si vous voulez être satisfait de vos contrats, pas uniquement chez nous, hein, il faut vous ouvrir et vous appuyer sur les conseils qu'on peut vous donner. On peut se tromper, d'accord, mais on peut aussi avoir raison. Et pour l'instant, l'histoire montre quand même que les clients qui ont investi sur des unités de compte, qu'on appelle des UC, ils sont plutôt largement gagnants. La question, je la sens arriver. Non? Non, pas de question. Bon. Oui. Alors, oui, en fait, l'histoire, pour entrer dans le détail, c'est que ça peut aller de 10 à 40 ans. On choisit la période. Alors 40, c'est encore beaucoup trop long. Mais votre question est intéressante parce que tout à l'heure, j'en ai parlé. Le but, c'est pas d'attendre 10 ans. Le but, c'est d'avoir un support qui va vous faire, si possible, gagner de l'argent avant 10 ans. C'est une unité de compte. Sauf qu'elle a un parachute de sécurité au bout de 10 ans. Alors, 10 ans, je suis d'accord. 5 ans, ça serait mieux. C'est plus court. On est bien d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la seule qui a ce parachute de sécurité. Les autres supports, ils n'ont pas de parachute. Donc, je préfère un parachute à 10 ans, même si c'est long, que pas de parachute. Et dans mon idée, c'est pas d'attendre 10 ans. Dans mon idée, c'est qu'une fois que vous avez gagné de l'argent sur ce support-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est de revenir sur la valeur refuge et le fonds garanti. Vous voyez? Il faut voir les choses un peu différemment. Mais votre question est intéressante. Le résumé, puisqu'on a fini. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Moi, je continuerai à y mettre de la passion, parce que je pense que ça se sent. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, vous allez être déçus, ça ne va pas le faire. Voilà. Et c'est comme ça que je prospère d'ailleurs, parce que les concurrents, pas tous, hein, il y en a qui sont bons et respectables, hein, mais il y en a qui ne font pas leur boulot. Et ben, en général, leurs contrats finissent dans mon bureau et sur vos comptes affaires ou avis d'avis. Donc, il faut voir un peu les choses différemment. Il ne faut pas passer de tout blanc ou tout noir. D'accord? Vous avez vu que dans les simulations, on met 10%, on met 20%. Voilà. Alors, on ne fait pas des choses extraordinaires. Et pour moi, c'est mon parti pris. Il faut privilégier Eurocroissance, il faut privilégier affaires patrimoine et il faut privilégier l'immobilier. Pourquoi l'immobilier en troisième? Parce que l'immobilier chez Affaires, par exemple, il y a des fenêtres de tir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez investir dessus, il n'y en a pas. Il y en aura, Laurent, peut-être en début d'année 2020. Mais quand vous allez vouloir le faire, il va falloir tellement être rapide que c'est juste pas possible et vous allez devoir faire un arbitrage. C'est-à-dire que si vous venez me voir avec un chèque en disant « Tiens, monsieur Genevois, envoyez le chèque pour l'affaire immobilier », le temps qu'il arrive de Carcassonne à Paris, l'enveloppe immobilière sera déjà remplie. Donc ça, on peut le faire de manière ponctuelle et par arbitrage. L'immobilier, c'est bien, mais attention, ce n'est pas non plus le mot magique. Donc mon parti pris, c'est qu'il faut privilégier ces 3 supports et qu'il faut que vous preniez l'habitude de réduire un peu votre fonds en euros. Et en faisant ça, et bien vous verrez, quand on fera des réunions, on n'a pas peur de les faire, hein, et ben je pense que ça ira dans le sens de votre épargne et de votre satisfaction. J'en ai terminé. La dernière partie, qui n'est pas vraiment une partie en soi, c'est surtout vous qui avez la parole. Si vous voulez, on parle des espaces Aviva et moi et Affaires et moi. J'en parle 2 mots. 2 mots, oui, une question. Ouais. Vous pouvez parler de la gestion déléguée quand même, parce que, bon, je sais bien que ça va pas dans le sens de notre intérêt, parce que délégué, ça veut dire qu'on ne gère pas soi-même, hein, on ne sait pas gérer. Mais l'expérience nous montre quand même que
mais il n'y a pas de problème, allez-y. Sur un compte à la gestion déléguée, et la gestion m'a paru satisfaisante. Ah Je m'attendais à autre chose. Alors, la gestion déléguée, est-ce que ça ne va pas dans mon sens? Ça dépend comment je me place. Ça va dans le sens du conseiller qui ne veut pas se mouiller, si vous voulez. Parce que la gestion déléguée, finalement, on choisit un profil prudent, équilibre offensif, je crois. Et en fonction de ça, on ne fait plus rien, en gros. Hein, puisqu'il y a quelqu'un qui délègue, qui fait à la place de vous. Donc c'est le confort, c'est bien. Et je ne dis pas que c'est pas bien d'ailleurs. Hein. Mais si, ça va dans mon sens quelque part. Mais moi, je suis plutôt besogneux, si vous voulez. Et puis, je vais bien comprendre. Alors, vous voyez, vous me remontez cette information, je ne m'attendais pas à ça comme retour. Parce que j'ai des retours différents aussi. J'ai des gens qui me disent, la gestion déléguée, c'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Le problème, c'est qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à dire. Oui, ben oui, alors, c'est bien, mais bon, alors, je ne sais pas quelle est la vérité. Hein. Mais à partir du moment où, effectivement, sur un an, par exemple, on s'aperçoit que c'est quand même relativement performant, on peut se dire, finalement, si on a un bon délégué, Oui, mais en fait, ce qui compte, c'est le ressenti que vous avez. Vous, ça vous satisfait, j'en suis content, mais je pense à un client très fort, qui n'est pas dans cette salle, où lui, ça ne lui plaît pas. Il était déçu, et donc il m'a demandé de reprendre la main. Ce qu'il faut retenir, c'est que la souplesse des contrats, là c'est chez Aviva, c'est qu'on peut reprendre la main à tout moment. On peut être en gestion déléguée, ce qui est votre cas, revenir sur une gestion pilotée, on peut tout faire si vous voulez. On peut, au cours de reversements différents, on peut changer de gestion. Enfin, il y a une vraie... Là, je vois que Stéphane veut parler, là. Il est trépigné, c'est pas possible. Alors, effectivement, au sein d'Aviva, vous avez ce qu'on appelle une gestion sous mandat. Vous avez sur le contrat Aviva 2 gestionnaires qui sont possibles, qui sont Rothschild ou Aviva Investor France qui gèrent tous les fonds Aviva. Ce qui fait 3 profils de gestion par gestionnaire. Prudent, équilibré et dynamique. Avec un côté plus prudentiel d'AIF, d'Aviva Investor France, qui fait qu'en fait vous avez 6 profils de gestion différents. Le prudent à Aviva Investor France, qui est plus prudent que le prudent Rothschild, etc. À chaque niveau, à chaque modèle d'épargnant correspond à un niveau de risque. Et vous pouvez être plus ou moins satisfait en fonction de votre niveau de risque et en fonction de votre appétence au risque et votre appétence au gain. Quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien au sein des contrats Aviva panacher votre investissement sur de la gestion sous mandat. Une partie sur de la gestion libre que vous pourrez confier à Loïc et là vous pourrez comparer les deux résultats. Vous pourrez comparer les performances de Loïc et les performances de Rothschild par exemple. Je suis souvent meilleur. Mais ça sera souvent le cas, au moins aussi bon. Pourquoi? Parce que Loïc a pris cette politique qu'on a ensemble depuis longtemps, c'est de diversifier l'allocation d'actifs qu'il va vous faire. Diversifier sectoriellement et géographiquement. C'est ce que font les gestionnaires sous mandat, mais avec plus ou moins de réussite, comme le fera Loïc, avec plus ou moins de réussite, mais en général, ça se passe plutôt pas mal. Et la présence d'anciens clients ici le prouve. Ce que je voudrais annoncer, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, c'est vrai que je travaille avec M. Genevois et j'en suis très content, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui donne toujours des conseils avisés et qui écoute son client. Je suis étonné au niveau du site affaires, parce que c'est vrai qu'au niveau des unités de compte, on a en principe la consistance des fonds. Et par contre, sur le fonds Eurocroissance, je n'ai pas la consistance des fonds quand j'y vais, et je ne sais pas de quoi il est constitué. Donc ça me gêne d'aller sur le fonds Eurocroissance parce que je ne vois pas à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Et je suis étonné parce que chez Affaires, c'est vrai qu'il y a une transparence qui me plaît, et c'est pour ça que je suis chez Affaires. Donc ça, c'est le premier point. Et je me demande également pourquoi, sur tous les fonds en unité de compte, on a le rendement annualisé. Par contre, sur le fonds Eurocroissance, on n'a pas autant d'informations. Sur les je regrette. Moi aussi, je vous écoute aujourd'hui. C'est vrai que c'est très intéressant tout ce que vous dites. Mais je me dis, bon, je ne peux pas le constater parce que quand je vais sur le site, je n'ai pas l'intérieur de la consistance. Et vous avez raison, et moi j'ai le même problème. Donc je mets la pression à Stéphane Diabouet de temps en temps pour avoir les infos. Mais vous avez raison, parce que par exemple, je n'arrive pas à retrouver, je n'ai pas su le faire, j'ai appelé l'affaire, je voulais retrouver les performances des premières années.
La première année, il a fait plus 6, quelque chose. Alors je le sais parce que je l'avais noté, je suis conservateur. Et vous voyez, il n'y a pas cet historique. Et là, monsieur Lapassade, c'est juste ce que vous dites. Et il faut qu'on progresse, il faut qu'AFER progresse. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ce qui fait Laurent a la réponse. Ah, on a le grand chef qui a la réponse, attention. Ce qui fait la force d'affaires, c'est ça. C'est la leçon. C'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas la transparence. Non, mais en fait, c'est la structure du fonds parce que, effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, ça va de 10 à 40 ans. Et en fait, on a deux provisions à l'intérieur du fonds. Il y a une provision qui permet de garantir le capital à l'échéance et une provision de performance. Donc, c'est pour ça qu'il y a une cotation en fait au jour le jour. Et en fait, on achète des obligations. Alors, les obligations d'État en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on achète des obligations pour faire face à notre engagement contractuel de servir le capital terme au terme des 10 ans, 12 ans, 15 ans, etc. Bon, il n'y en a pas des 40 ans hein, de souscrits. Et c'est pour ça, c'est simplement ça. Donc, vous ne pouvez pas avoir il faudrait qu'on change la documentation presque toutes les semaines. Donc, c'est pas possible. Mais après, effectivement, on peut faire maintenant il y a un récapitulatif sur 4 ans. Il n'y a pas des grandes tendances. Comment? Il n'y a pas des grandes tendances qui demeurent malgré tout. La tendance, en fait, c'est les marchés obligataires. Parce que plus vous avez une performance sur le marché obligataire, plus vous pouvez avoir une poche de performance qui va être importante sur le marché action, tout simplement. On en revient exactement à ce qu'on a décrit tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça le fondement. Et après, il y a la progression de la collecte. Alors, il faut savoir que Affaires Euro-Croissance, c'est le fonds principal en France. Il n'y a pas de fonds Euro-Croissance aussi important qu'Affaires. Puisqu'au départ, je crois que c'était le président Beckerman qui était là derrière. Et en fait, c'était créé quand même en grande partie pour Affaires, justement pour diversifier le fonds euro d'Affaires, qui est le fonds le plus important euro au niveau national. Voilà. Et aujourd'hui, vous connaissez sa consistance, monsieur, sa répartition sur l'euro-croissance, vous la connaissez à peu près? De quoi elle est composée? Ouais, je vous trouverai des trucs. Mais votre remarque, elle est fondée, je la partage parce que j'ai le même souci. Mais j'ai quelques éléments, je pense. Donc je vous les communiquerai. Parce que moi, j'aime pas savoir. Donc je creuse, je demande, j'insiste. Stéphane le sait parce que j'enquiquine souvent là-dessus. Et j'ai besoin de savoir. Vous voyez et je vous le dirai. Il ne reste pas moins vrai que c'est un support, il faut s'y interroger. Il faut le remarquer. Question pour la fin? Question. Étant donné que la bourse actuellement est haute, puisqu'elle a 6 000 chers, là, oui. n'est-il pas plus judicieux d'attendre que la bourse baisse quand même assez nettement avant de se mettre en UC, en unité de compte? Alors, ça dépend du choix de l'unité de compte. Moi, je pense qu'investir sur des supports qui ont fait plus d'1% aujourd'hui, ça ne me paraît pas forcément très raisonnable. Investir sur un affaire patrimoine quand ça va baisser, là vous allez gagner de l'argent. Et c'est pourtant une unité de compte. Vous voyez, investir sur de l'euro-croissance ou sur de l'affaire immobilier quand il va sortir, il faut le faire. En fait, le contexte, il faut choisir en fonction du contexte. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à acheter de l'affaire Amérique qui a fait, je crois, plus 27%? Je ne sais pas. Je partage votre opinion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter les unités de compte. Parce qu'après, il y a le raisonnement, je ne dis pas que c'est le vôtre, hein, qui dit, oui, mais c'est... Bon, là, j'attends. Je la connais, la vraie vie. Hein. On attend tellement qu'on ne fait rien, finalement. Et puis, le train, il est passé. Vous voyez? Donc, c'est difficile de savoir quand est-ce que c'est vraiment la bonne période. Mais il faut choisir la bonne unité de compte. Je sers aussi à ça, quelque part. Il y a le lissage aussi. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'investir 100% de ce que vous voulez mettre, d'arbitrer 100%. Vous pouvez le faire de manière lissée, sur 6 mois, sur 1 an. Et tous les mois, vous arbitrez un 6e ou un 12e. Ça, c'est la première chose. Deuxième point qu'il ne faut pas oublier, le CAC 40, il date du 1er janvier 88, donc il y a 32 ans. Et l'indice, c'était 1000. Aujourd'hui, il a 6000. Ça veut dire qu'en 32 ans, l'investissement était multiplié par 6, sans compter les intérêts, puisque là, on ne tient pas compte des intérêts distribués. Mais si vous intégrez les intérêts, ce n'est pas par 6, c'est par 10. Donc quelqu'un qui a investi, même s'il y a eu des vicissitudes, il y a eu des années à moins 40, il n'empêche qu'au final, sur la durée, il y a eu quand même une performance qui est exceptionnelle, quoi. Donc franchement, sur les unités de compte, c'est surtout la durée d'investissement. Et Loïc l'a rappelé tout à l'heure, c'est très important. Quand vous rentrez sur un fonds, c'est pas pour que dans 3 mois, vous ayez gagné de l'argent. Si c'est 5 ans, vous faites le point au bout de 5 ans.
Alors bien sûr, tous les fonds qu'on a, y compris Eurocroissance, ils sont arbitrables du jour au lendemain. Oui. On fait une opération, vous changez, vous avez peur, parce que vous avez entendu, vous demandez de conseils à Loïc, il va vous dire, bon non, il faut attendre un petit peu parce qu'il y a un petit creux, il faut rester, ou alors vous arbitrez, puis vous allez sur le fonds euro ou sur un autre fonds. Aucun souci. Et c'est pour ça que les arbitrages sont gratuits de manière illimitée maintenant. On est dans un autre modèle, une évolution de utiliser différemment son contrat. Il y a une question là-haut. La question qui tue. Non. C'est une question et une information. La question que je vais vous poser n'a rien à voir en principe avec les exposés que vous allez nous faire. Je voulais vous demander, est-ce que notre ministre des Finances a finalement signé le décret qui autorise les assureurs à prendre en compte la provision pour participation aux bénéfices pour le calcul de leurs fonds propres? Alors, pour moi, la réponse est oui. Il a signé. Ça a été fait. Oui, ça a été fait. Est-ce que il faut expliquer en fait ce que c'est. C'est que les assureurs ont des obligations pour garantir les capitaux, d'accord? Et aujourd'hui, on a laissé, je parle sous le contrôle de Laurent, hein, on a donné un peu de lest, un peu de souplesse aux assureurs pour ne pas intégrer les réserves dans le calcul de leurs obligations. C'est un peu technique, mais par contre, après on lit n'importe quoi, parce qu'après on lit dans la presse, les assureurs piochent dans les réserves. Non, ils ne piochent pas. Non, mais moi je l'ai lu dans la presse. Bien sûr qu'ils ne piochent pas, mais quelque part c'est juste du lest qui a été donné. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Franchement, j'en sais rien. J'ai envie de dire que c'est moins sécuritaire, donc c'est moins bien, mais d'un autre côté, si on ne fait pas ça, peut-être que la contrainte aux assureurs va faire que ça va se retourner contre les épargnants derrière. Mais il faut trouver l'équilibre, me semble-t-il. Et je pense qu'il faut être ministre de l'économie ou s'appeler Beckerman pour pouvoir répondre à cette question. Enfin, voilà. Il y a un point important, il faut savoir que les compagnies D'assurance, quand vous investissez sur le fonds euro, vous mettez 100, la compagnie doit mettre de ses fonds propres à hauteur de 5%. D'accord? Sauf qu'il y a des contraintes d'investissement. Et les 5% qu'ils vont investir pour garantir votre capital, placé sur le fonds euro, ils sont obligés de le mettre sur des fonds qui ne rapportent rien. Donc c'est des fonds qui leur appartiennent, mais où il n'y a pas de rendement. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans les fonds sur lesquels on doit investir, il y a des obligations d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en négatif. Et donc, il a fallu que les banques, les compagnies d'assurance se recapitalisent, c'est-à-dire augmentent leurs fonds propres. Et ce n'est pas des coûts de 1 million, c'est 500 millions. Hein. Y compris que la plupart des compagnies françaises qui opèrent sur le sol français sont obligées de recapitaliser les fonds propres. Donc tout à l'heure, quand on disait est-ce qu'on a la possibilité d'investir ce qu'on veut sur le fonds euro, oui, pas de problème. Sauf que vous allez au détriment des gens qui sont ici, puisque la plupart d'entre vous, vous avez du fonds euro. Et quand vous reversez sur le fonds, vous faites de la dilution. Parce qu'avec les fonds qu'on perçoit aujourd'hui sur le fonds euro, qu'est-ce qu'on va faire? On va racheter des obligations qui ne rapportent pas grand-chose, ou même rien. Donc les gens qui sont déjà titulaires des fonds aujourd'hui, pour le coup, ils vont voir le taux de rendement baisser. Parce que les obligations, même si on a à peu près un taux de rotation de 20% tous les ans, hein, donc les obligations qui arrivent à échéance ou qu'on cède, donc malgré tout, ça fait baisser le fonds pour tous les gens qui sont déjà titulaires de contrats avec des actifs en euros. Donc il ne faut pas aller sur la dilution, c'est pour ça qu'on a, pour certaines, que ce soit chez Aviva ou Affaires, on met des règles, 100 000 c'est 30% du C pour essayer de diminuer la pression et ne pas ternir finalement le rendement futur du fonds euro. Donc on avance bien dans le sens à la fois de la compagnie, parce qu'on ne va pas se mettre en péril et disparaître, parce que ça serait vraiment un mauvais coup, même si nous on a 200% ce qu'on appelle de la marge de solvabilité chez Aviva. C'est-à-dire qu'on nous impose 100 et on a 200 de réserve. Mais bon, ce n'est pas une fin en soi. L'important c'est que ce soit pérenne et que vos placements restent pérennes et performants. Monsieur Beckerman s'était insurgé contre cette disposition. Oui, mais il est revenu un petit peu en arrière parce qu'il y a la contrainte de l'assureur. L'assureur traditionnel depuis 1976, c'est Aviva. Avant c'était Abel, c'est Aviva. Et il est bien obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des contraintes économiques et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et qu'il a bien compris, d'ailleurs, les mises en réserve, ce n'était pas le cas, ça ne se faisait pas chez Affaires. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que ça existe et ça continuera. L'objectif du directeur Avivalis, c'est d'avoir à peu près la même réserve
que sur Aviva Vie, c'est-à-dire en gros 5%. Ce qui permettra aux assurés qui ont du fonds euro de percevoir dans le temps quelque chose de lissé. C'est en réalité, c'est du lissage dans le temps de la performance. C'est qu'on met en réserve une partie de la performance du fonds, et il ne faut pas le cacher, c'est sur les actions qu'il y avait dans le fonds garanti. Donc on le met en réserve, et on a 6 ans pour le faire, mais on peut le remettre l'année prochaine ou l'année d'après. De façon à avoir un taux qui reste à peu près constant sur la durée. Et clairement, depuis 1976, ça a été le cas, c'était extrêmement performant, et tout dans le sens du profit des assurés. Alors, je reprends la main parce que je vous propose de continuer cette discussion au cocktail parce qu'il y a une séance de cinéma et il y a un monsieur qui m'a dit qu'il faut qu'on parte de la salle. Merci pour votre écoute et on se retrouve à côté.